Cette session de ce soir va être riche en nouveautés que je vais découvrir en même temps que vous. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé quelques jours un peu déconnecté, on va dire. Donc un peu déconnecté ces derniers temps. Ouais, j'étais à Monaco. Ryan, tu l'as vu. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être vu en story. Salut Schnoutre. J'étais à Monaco, sur la Côte d'Azur en règle générale. Donc j'ai pris quelques jours un peu off, déconnecté. Et j'ai suivi les actualités du Salon de Tokyo, mais finalement, pas tellement en profondeur, pas tant que ça. Donc on va les voir ensemble ce soir. C'est ça qui va être cool. Et effectivement, ça fera plus d'actu à traiter. Vous allez voir qu'il va y avoir quand même pas mal de sujets là ce soir. Pas mal de... Bien sûr que non, je vous ai pas abandonné. Il y aura pas mal de voitures à observer ensemble ce soir. Évidemment, je vous avais pas abandonné. Non, moi, l'idée, c'est vraiment de réussir à faire ce live toutes les semaines. Même si on n'est pas nombreux, même si on est entre nous, justement, moi, je trouve que c'est encore mieux. Ça permet d'avoir des vrais échanges. Donc, comptez sur moi pour essayer de le faire au maximum toutes les semaines. Mais quand même... Salut, Jules. Quand même, ces derniers temps, j'étais obligé de faire un peu autre chose. Il y a eu des trucs perso, il y a eu des trucs pro. Donc, il a fallu gérer. Le live, c'est vraiment le bonus, mon petit moment à moi qui me fait plaisir dans la semaine. Et je suis content de vous retrouver. Mais du coup, je pouvais pas le faire en parallèle de tous les autres trucs. Donc, c'est pour ça, voilà, on est là entre passionnés. Donc, c'est pour ça que je suis content de revenir aujourd'hui avec vous. Et qu'on aura plein de trucs à se dire sur les nouveautés du Salon de Tokyo. On va peut-être pas rentrer en profondeur et en détail dans chaque caisse. Mais en fait, je vais les découvrir en même temps que vous, et puis on va essayer de tirer un petit peu des conclusions, ou de voir, ok, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe côté constructeurs japonais, parce qu'évidemment, on va se focus principalement sur les constructeurs japonais, puisque c'est leur salon. Hein. C'est leur salon, donc eux, ils viennent en force, ils présentent des nouvelles choses, ils montrent ce vers quoi ils veulent aller, et je trouve ça super intéressant. Donc, pour vous donner aussi un petit peu de visibilité avant qu'on démarre, mon fameux traditionnel petit mot introductif. Bon, évidemment, j'espère que tout le monde va bien. De mon côté, comme je vous ai dit, c'était assez charrette ces derniers temps. Je prépare une vidéo qui va être longue, puisque vous m'aviez dit la dernière fois que ce serait pas mal de faire des vidéos plus longues. Alors, j'essaye de faire toujours des vidéos dans la mesure de ce que je sais faire, de ce que je peux faire dans le temps imparti. Là, vous avez vu que les vidéos longues, il n'y en a pas eu depuis un certain temps. Je suis en train de finaliser... je suis en train de finaliser l'enregistrement, le tournage, le montage de la prochaine vidéo. Et ça me demande plus de temps que prévu. Parce que, vous le savez, je vous avais donné le sujet, vu qu'on est entre nous, je le rappelle. Pourquoi avez-vous le physique de votre voiture ? Et j'ai trouvé des recherches, des études scientifiques super intéressantes. Et je me posais la question, je me dis, tiens, est-ce que je mets tout ça dans la vidéo, ou est-ce que j'arrête le script à ce moment-là pour faire un truc comme d'habitude entre 15 et 18 minutes, ou est-ce que je vais plus loin ? Et en fait, je suis allé sur vos conseils un petit peu plus loin. Donc c'est marrant, la cinquantaine de personnes qu'on avait dans le live la dernière fois, finalement, la cinquantaine de personnes qu'on avait dans le live m'a dit « fais des vidéos plus longues », et donc vous avez réussi à craquer le truc pour tous les gens qui regardent sur YouTube, les 100 000 abonnés, ils verront des vidéos plus longues. Et tant que c'est une vidéo, on peut attendre. Bah écoute, c'est sympa. Salut Edekan, salut Arthur. Schnout qui dit « cette petite musique de film érotique m'avait manqué ». Alors les gars, j'ai un débat sur cette petite musique. Peut-être qu'il passera dans le live. Jonathan, vous savez, qui travaille avec moi, qui est mon agent, et donc qui s'occupe de toute la partie collab, avec qui on discute de tous les sujets, même de Twitch, etc. C'est vraiment le mec avec qui on essaye de construire du contenu de qualité pour vous. Ah, sur le premier live, déjà, ceux qui étaient là au tout premier live, cette petite musique était là, je l'avais choisie avant de démarrer le live, et puis il m'a dit « Ah, le live était vraiment intéressant, mais je sais pas, cette petite musique, je sais pas si c'était mon goût. » Et donc c'est toujours la même musique qui tourne en fond, je sais pas si ça vous va, ou si vous voulez qu'on varie les musiques, hein, je peux prévoir une nouvelle musique toutes les semaines. Mais j'aime bien, moi, ce petit truc d'ambiance où on est entre nous, tranquille, pas beaucoup de monde, on peut dire ce qu'on veut, on peut énerver les fans de Skoda, hein, comme la dernière fois. J'espère qu'on va pas énerver de fans de Subaru, Nissan, Toyota, Genesis, Lexus ce soir, on verra. Mazda. Donc on verra, mais
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite musique. Jules, tu nous dis que c'est devenu la DA du live. Moi, ça me va bien. Je l'aime bien, cette petite musique. Je trouve qu'elle dérange pas. Et puis, je peux la baisser ou l'augmenter quand je veux. Alors, désolé, j'ai mon fauteuil de bureau qui grince, mais vous m'en voudrez pas. On va lui remettre un petit coup de WD-40 prochainement. Ok, les gars, bon. La musique est sympa. Bah, super, Yves. Allez, on est parti. Dites-moi par où vous voulez commencer. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, pas de... Je vais peut-être même me mettre comme ça pour l'instant. Pas de palette graphique cette semaine, pour une raison simple. C'est que ça fonctionne pas. Déjà, si vous étiez là la semaine dernière, vous l'avez vu. La palette graphique ne fonctionne plus, donc on va s'en trouver une autre. Pas de souci. Et puis, on peut quand même discuter des modèles entre nous, là, tranquillement. Sans que je vous montre tout à l'écran, c'est pas très grave. Mais il y a beaucoup de choses à voir. Donc, vous le savez, comme je vous l'ai dit, j'ai pas préparé. On regarde ensemble ce qui se passe. Donc là, le Jeep Grand Cherokee, les Porsche et la Honda, c'était des véhicules présentés avant. Mais ça a commencé par Mitsubishi. On va les faire dans l'ordre. Hein. Il y a Mitsubishi qui a présenté des choses. Il y a Mazda qui a présenté des choses. Je pense qu'on parlera un peu plus longtemps de ça que du reste. Il y a 3 concepts de chez Lexus, dont un que je voudrais vous montrer spécifiquement. Les deux autres sont un peu extrêmes, mais pourquoi pas. Et puis, Toyota qui a présenté le concept Century. Alors, j'ai cru un temps que c'était Genesis. Finalement, je vois que c'est noté Toyota. On va essayer de mener notre enquête pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que si je cherche Genesis Century Concept... Non, c'est pas ça. Genesis, ça peut-être. Ouais, donc c'est vraiment bien Toyota. Alors là, il va falloir que j'arrive à comprendre. Ah, tu vois, là, il y en a Century Concept. Ok, on va en parler juste après. Donc il y aura de ça, du Toyota Century Concept. Il y a Subaru. Subaru, j'ai l'impression qu'ils font systématiquement la même voiture depuis plusieurs années. Avec la Subaru BSTI. Je suis pas peut-être assez expert de Subaru, mais on verra ça ensemble. Et surtout, ils ont sorti la Performance iSTI, qui pour le coup est un peu différente. Alors, le site est très lent. On va faire comme si tout allait bien. C'est pas de mon côté. Ouais, Yves, exactement. Century, ça va être le volet premium de Toyota, donc on va se parler de ça. On va regarder ensemble. Hop. Voilà, j'ai réussi à retrouver la connexion. Subaru Performance iSTI. C'est ça qu'ils nous ont fait. Ah, le site de Netcar Show est super lent, mais bon, on va y arriver. Ouais, c'est très lent. Attendez, je vais peut-être trouver une autre solution. Allez, regardez, elle se dévoile petit à petit. Ça, c'est la nouvelle Subaru, donc on essaiera de comprendre ce que ça veut dire. Il y a pas mal d'images. On essaiera de lire ce nouveau design Subaru et de saisir de quoi il est question. Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et dans les autres nouveautés du moment, qu'est-ce qu'on a aussi ? Ouais, ça fait penser à du Cupra, exactement, sur Subaru. Century, on va en parler juste après. Et ouais, voilà. Donc ensuite, bon, il y a la Nissan Elgrand, on va pas rester en détail là-dessus. Seat qui a refait toute une beauté à ses modèles avec un facelift pour le Arona et la Seat Ibiza. Et ensuite, des véhicules qui sont peut-être un petit peu moins intéressants. Sauf peut-être cette Toyota BZ Time Attack. Bon, c'est un kit, hein. Donc, peut-être qu'on en parlera moins dans le détail. Mais si ça vous va, on va se démarrer. Ah oui, on n'a pas parlé de la Ferrari F40, la SC40, pardon. La semaine dernière, ou la semaine d'avant, elle est sortie juste avant le live qu'on devait faire la semaine... pas la semaine dernière, celle d'avant. Et on n'en a pas parlé ensemble. Et on ne va pas en parler aujourd'hui.
On va pas en parler aujourd'hui. Parce que je prendrai un peu plus de temps. Quand ma palette graphique va fonctionner là, on va faire toute une session là-dessus. Je sais pas pourquoi Netcarcho est aussi lent. On va essayer de le réveiller. Et le Toyota IMV Origin, ouais, c'est vrai qu'il est pas sur Netcarcho, mais on va en parler aussi. Salut John. Justement, Jonathan, je parlais de toi, je disais à nos amis qui nous ont tous rejoints, on parlait de la musique, et donc je disais que tu avais peut-être un peu de doute parfois sur la musique, mais la musique a été validée par l'équipe dans le chat, donc on va garder cette petite musique de fond qui fait partie de l'ADA du live. En tout cas, ça fait plaisir de te voir sur live, ça fait plaisir de tous vous voir sur le live. Encore une fois, désolé pour les petites absences des dernières semaines, mais il y a plein de trucs à faire en ce moment. On est sur la fin de l'année, comme vous le savez. Et donc, il faut tout gérer. Je vous propose qu'on démarre. Je découvre en même temps que vous, vraiment. Hein, c'est aussi le but de l'exercice, et je pense que c'est ça aussi qui est cool. C'est que je vais voir en même temps que vous ce que les constructeurs nous ont réservé pour le salon de Tokyo. Mitsubishi ici, alors, ils nous sortent un concept. J'ai l'impression qu'il y a 2 images d'extérieur. Tout le reste, c'est de l'intérieur et de l'usage. Why not? Hop. Est-ce que... Alors, on a un meilleur réseau, j'ai l'impression. Donc, c'est le concept Elevance de chez Mitsubishi. Ouais, je vais pas vous le montrer comme ça, je vais vous le montrer comme ça. Alors, très rapidement, bon, c'est un SUV. On voit des codes de SUV. Je vois pas tellement comment ça peut avancer en production, cette affaire. Je sais pas trop ce qu'ils ont envie de nous indiquer sur l'avenir. Mitsubishi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus, mais aussi parce que j'ai une image de Mitsubishi qui est en ce moment très 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 proche, pour pas dire c'est exactement des Renault. Donc là, bon, c'est cool de voir un concept comme ça. Peut-être qu'ils vont faire autre chose que du Renault, mais je pense que c'est un concept un peu trop lointain qui m'a pas l'air de préfigurer une prod à venir. Surtout, notamment, sur la découpe de portière, parce que c'est l'élément fort de la voiture. Si tu lui enlèves tout ce truc graphique sur le side panel, avec le volume ici, qui rentre, cette espèce de lame qui monte au niveau du pilier, pour dessiner le pilier C, ça passera évidemment jamais en production. Je sais pas du tout ce qu'ils comptent faire avec ça. Et si tu l'enlèves de la voiture, bah, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Le seul intérêt, éventuellement, c'est la signature lumineuse, la face avant, qui peut préfigurer un nouveau style Mitsubishi. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on l'observe dans d'autres contextes et sur d'autres formats. Mais c'est pour moi le seul intérêt de cette voiture. Alors je découvre en même temps les sketchs. Je vois qu'il y a plein de petits sketchs d'usabilité, d'intérieur. Alors, si j'ai bien compris, il y a une petite caravane qu'on traîne derrière, ou une petite remorque, et dans cette petite remorque, on a un lit. Donc c'est pas mal, c'est pour le côté baroudeur, vivre en extérieur, tout ça. Je pense que voilà, cette image-là est plus parlante. Attends, je vais essayer de vous trouver un autre site. Parce que celui-là est très lent. Hop. Waouh, c'est quoi ce site? Moteur nature. Ok, bro. Il est trop moche. Je change de site. On va aller chez l'autojournal. Ça va être blindé de pubs. Voilà. Ah, ça rend fou. Ok, pas d'image. Ok, des images en mauvaise qualité. Très bien. Hop, on va retourner chez Netcarcho. Donc c'est un peu ça le concept du... Excusez-moi pour les amis de l'autojournal, mais c'est insupportable les sites avec autant de pubs, et Netcarcho a un peu de pub, mais bon. C'est un des meilleurs pour avoir les images en bonne qualité, issues directement de ce que les constructeurs nous proposent. Là, du coup, c'est une version 3D, donc c'est un visuel 3D. On voit bien le concept, et salut Tristan, j'espère que ça roule. On voit bien le véhicule et cette espèce de petite remorque qu'on prend derrière avec soi
pour partir partout en balade. Évidemment, il y a de l'interface, il y a de l'IA, un concept car ouvert sur l'extérieur avec que du vitré, ce qui est plutôt en fait amusant ou intéressant dans le design parce que t'as toute cette partie intérieure qui regarde vers l'extérieur, c'est l'espèce de bulle noire qu'on voit ici. Et après, t'as la robustesse des 4x4 Mitsubishi qui sont réputés, qui serait un peu cette partie cuivrée. Donc, comme tu dis, Yves, c'est pas moche, mais j'ai l'impression que c'est du déjà vu. On a l'habitude de voir ce type de concept. Franchement, je suis à 10 000% d'accord. Je sais pas si je peux montrer ça, mais si je vais là et que je fouille un petit peu, je peux peut-être vous montrer un truc. Ouais, voilà, ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Il est super moche, hein, on s'entend. Il y a plus de 10 ans, ce sketch. Mais l'idée, c'est exactement la même. C'est exactement la même que ce qu'on voit là. En gros, t'as une carrosserie rigide qui... Regardez ça, là je vous fais la différence. T'as une carrosserie rigide qui représente le côté SUV, robustesse, etc. etc. Et t'as le côté soft, l'intérieur, qui est une espèce de bulle en verre, qui est vraiment plus fluide, plus lisse, tel un galet. Et t'as cette espèce de carrosserie qui vient enchasser le galet ou le sertir. Donc c'est exactement un concept. Et encore une fois, moi je dis pas que ce sketch est bien et je dis pas que c'était une bonne idée. C'est juste que ça me fait penser à ça puisque c'est un sketch que j'ai fait il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans peut-être même. Attendez, je vais vous dire ça. Est-ce qu'on a une date de publication là-dessus ? Non, il n'y avait pas de date de publication. Mais je sais que ça fait plus de 10 ans et mes potes vous le diront. C'est un truc que j'ai fait quand j'étais étudiant à l'école de design. Donc ça fait très très longtemps, puisque j'ai été diplômé en 2017 et qu'on est bientôt en 2026. Donc ça fait au moins 10 ans. Et c'est exactement la même idée que ce Mitsubishi Elevance concept de 2025. Un intérieur représenté dans une espèce de bulle en verre noir, hyper lisse, hyper fluide, et protégé par un extérieur contrastant, avec des volumes bien définis, avec le pilier C qui remonte, tout. Donc, voilà. C'est pas exactement la même chose, mais sur le concept, sur l'idée, la dualité des volumes, les deux états d'esprit intérieur, robustesse extérieure, c'est précisément la même chose que ce qu'un pauvre étudiant comme moi avait pu imaginer il y a 10 ans, et moi-même je l'avais fait certainement inspiré par d'autres choses. Donc finalement, est-ce que Mitsubishi, en plus un concept car, ça met vraiment pas beaucoup de temps à sortir. Un concept car, c'est quoi ? C'est 1 an de production. Donc on peut dire qu'ils ne sont pas en avance. Voilà. C'est un peu une excuse que je vous montre là, je pense qu'on l'a jamais montré à personne. Et à l'époque, je l'avais fait pour Kia. Vous voyez, c'est le Tiger Nose, ancien code de Kia. Pas très good en proportion, hein, toujours un petit peu de défaut. Le sketch était plus sympa que la colo, en fait. Mais ça m'a fait penser à ça, voilà. Je vous montre un peu cette petite exclue. Ça m'a fait penser à ça, puisque c'est vraiment exactement la même philosophie, même état d'esprit. Et Jules qui nous dit, je me trompe peut-être, mais les jantes on dirait Dacia. Ce serait pas étonnant étant donné que Mitsubishi est en alliance avec Renault, donc Dacia. Ajoutons à ça les inspirations qui peuvent venir d'autres marques auto, ce serait pas bête. Alors, en effet, alors je dirais pas que c'est une question de groupe et une question de proximité des marques Mitsubishi et Dacia spécifiquement, mais déjà, graphiquement, on reconnaît dans la jante une partie du logo de Dacia. Il y a cette espèce de chevron Dacia qui existe. Je pense pas que ce soit volontaire. Après, le but du SUV, là, dans ce cas-là, c'est de représenter la robustesse. On le voit, t'as les passages de roues, c'est octogonaux, tu vois, c'est pas vraiment rond. T'as un gros rocker, t'as vraiment tout ce truc de puissance et de robustesse qui exprime finalement l'esprit SUV, on va dire ça. Et donc les jantes aussi, elles montrent un peu un côté rugueux, un côté costaud, et des grosses branches comme ça, avec un truc très graphique. C'est ce qu'on faisait déjà à l'époque. Je sais pas si j'ai d'autres exemples à vous montrer.
dans ce style-là. Non, je pense que j'étais tombé sur le bon sketch. Hop, plus récent. Hop, voilà. Vous avez eu le droit à cette petite exclue. Entre un sketch d'il y a 10 ans, où t'as le volume super fluide, protégé par cette carrosserie SUV, hyper carénée, hyper costaud, hyper anguleuse. On retrouve pareil chez Mitsubishi cette année pour le Elevance Concept. Alors, j'imagine qu'il y a quand même vachement de trucs intéressants sur l'intérieur et comment on vit avec ce concept. En soi, là, en vue de profil ici, c'est pas immonde. Hein. Je trouve ça toujours fun de travailler aussi la petite remorque. Bon, pourquoi pas. C'est pas immonde. Après, je suis vraiment curieux de voir ce que ça pourrait donner en production, parce qu'à mon avis, ils ont fait ça juste pour annoncer la face avant, et il n'y aura pas grand-chose. J'y pense, parce que vu qu'on est là et qu'on a vu ça, je sais pas si ça vous intéresse de faire des reviews de sketch en live sur des prochains lives. Peut-être que ça pourrait être un exercice. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez voir ce genre de truc. Salut Thomas, salut Kaiz. Voilà, si vous voulez qu'on fasse des petites revues de sketch, que ce soit les miens ou pas les miens, hein, que ce soit les vôtres, etc., bah, on pourrait faire ça dans un prochain exercice de live. Hop. Bon, bah, je vois que ça a l'air de vous plaire. Donc, why not? Je me le note dans un prochain. On fera même des revues de portfolio. S'il y en a qui ont un portfolio, qui veulent faire du design auto, qui veulent m'envoyer leur portfolio, ou qui dessinent, envoyez. Hein, on peut... Alors moi, par contre, je prends pas de pincettes. Si je dois vous dire quelque chose, je vous le dirai, mais évidemment dans la bienveillance et le respect. Mais le but, c'est d'aider à pousser plus loin et améliorer. Donc, je serai pas toujours le mec le plus soft du monde. Voilà, le petit sketch quand même sympa chez Mitsubishi. J'aime bien vraiment cette idée de pilier C flottant. Je sais plus qui en parlait, j'ai vu Yves. Effectivement, le pilier C flottant ici, trop bien. Hey yo Hugo, j'espère que tu vas bien mec. Intéressant ce concept, sans être transcendant. Je suis juste content que Mitsubishi présente autre chose qu'une Renault. Voilà. Je ne veux pas forcément m'étendre sur celui-là, puisqu'il y en a d'autres à voir. Eh ouais, dur, il y a du boulot en ce moment, Hugo. Bah écoute, bon courage, je sais à quel point tu te donnes. Et bon courage. Alors, Netcar Show, ils sont un peu en panne là, ce soir. J'ai rarement vu un... D'habitude, ils sont assez rapides. Bon, ce que je vous propose, c'est que la Mitsubishi Delica D5, on rentre pas en détail dessus. Hein, je vais juste vous montrer une image. Voilà, ils ont présenté ça. Ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas si ça vaut grand chose. Je vais passer mon tour. Même le site veut plus la charger, donc c'est un signe. Allez, tant pis. C'était celle-là. Hop. Là, vous l'avez, voilà. Delica D5, c'est un espèce de utilitaire, bon, pas intéressant à mon sens. Peut-être des super trucs, hein. Super features à l'intérieur, trucs géniaux, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que j'ai vu surtout 2 Mazda que j'ai envie de regarder en détail parce que j'ai vu qu'une image, j'ai vu que l'image de présentation, j'ai pas vu du tout l'image le plus d'images, plus de l'intérieur, etc., tout ça. Je suis navré, on va peut-être essayer de se trouver un autre lien. Ah, Mazda Newsroom. Peut-être que c'est un peu plus vite. Deux photos. Alors, non, 25 photos ici. Ah ouais, mais des photos en tout petit, ça. Et sur Netcar Show, il me la sort en quelle taille? On va commencer par la Mazda Vision X Coupé. Puisque c'est le format le plus sexy, le coupé.
Donc, du pur esprit Mazda, de ce que j'en lis avec vous, Mazda m'a vraiment mis une claque, a annoncé son renouveau, ou en tout cas est revenu dans la danse, ou je sais pas s'ils avaient vraiment quitté la danse, mais ils ont mis une claque à tout le monde avec la Mazda Vision, que je vais remontrer à ceux qui ne l'ont pas vu. Ça datait un petit peu. C'était la Vision GT, je pense. Non. Comment elle s'appelait celle-là? Mazda Vision... Vision Gran Turismo? Bah non, c'est la même. Ah, si quelqu'un là dans le chat... Vous savez, c'est cette Mazda-là, mais avec vraiment une espèce de travail sur le side panel incroyable. Mais pas la version... Ah, c'est RX Vision, peut-être. Pas RX Vision GT3. Ouais, Mazda RX Vision. C'était une folie. Et cette image, d'ailleurs, parle d'elle-même. Hop. Waouh, ce site aussi, il est insupportable. Voilà, une image. Voilà. Moi, Mazda, sincèrement, ils m'ont jamais trop hypé. C'est une marque que j'apprécie sans tomber dans les pommes. Ah, Mazda Iconic SP, il y avait aussi, ouais, ça c'est la future. Donc ça c'est la Mazda Iconic SP. Je vais vous la montrer. C'est celle qui a suivi cette Mazda Vision Gran Turismo. Et qui se rapproche un petit peu plus de la série. Mais il y a 10 ans de ça, en 2015, donc vous voyez, il y a vraiment 10 ans, Mazda a sorti ça, quoi. RX Vision 2015. C'était une folie, cette caisse. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en école de design, avec tous mes potes, on était juste scotchés. On a du mal à trouver des belles images. Hein. Voilà, tac, on va prendre celle-là. C'était une espèce de super long coupé. Magnifique. Tout en fluidité, tout en sensualité, tout en finesse. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'est ce side panel avec un reflet énorme, un volume très très progressif. Et un reflet vraiment énorme qui se dévoile. Je me souviens, il y avait toute une vidéo de présentation où... regardez-moi ça, c'est incroyable. Hop, automoto, de la pub. La pub. Excellent. On peut pas les mettre en plus grand. Putain, mais les sites de bagnoles français, mais si vous en connaissez un qui est bien, écrivez-moi dans le chat, hein, parce que j'arrive pas à trouver un bon site de caisse en français, avec juste des belles images, pas de 350 000 pubs. Un petit peu fatigant, cette affaire. Et donc voilà, c'était ça, la RX Vision, voilà, c'était juste pour vous... Tac, on va ouvrir juste l'image. Juste pour vous rappeler que Mazda avait chopé notre cœur avec ce concept RX Vision. Donc ouais, c'était il y a... Ça n'a pas vieilli et ça montre à quel point le temps passe vite, puisque c'était il y a 10 ans, quoi. Et donc ils ont continué avec la Iconic SP, qui est une espèce de déclinaison un peu plus prod-ready de ce concept, ce design language de fluidité, etc. avec ça. Et maintenant, ils arrivent avec la Vision X coupée, qu'on voit juste ici aujourd'hui. Donc, évidemment, pas la même silhouette. Hein. Pas la même silhouette, vraiment une silhouette plus commune. Bicorps, pas le coupé hyper sensuel, style Mercedes Vision 6 ou Maybach Vision 6, etc. Là, ça m'a l'air plus adapté à un marché réel. J'ai l'impression peut-être de voir une Mazda 3 sous certains angles. Et pourtant, il n'y a rien. Enfin, tout est encore une fois, c'est vraiment leur philosophie hyper clean. Et je trouve ça super intéressant. Le truc que je
regrette un peu, c'est qu'on commence à voir ça dans la rue, et c'est plutôt cool, hein, mais... Ok, ça fait un super objet. Alors déjà, les images sont pas très belles, faut le reconnaître. Les images proposées par la marque, ça met l'accent sur le côté lisse de la bagnole. Mais je trouve pas que ce soit des super belles images. Tout ça, c'est des images faites en 3D, donc j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de taf ou quelque chose de différent là-dessus. Mais néanmoins, c'est une super caisse, hein. Si toutes les voitures dans la rue ressemblaient à ça demain, moi, je serais trop content. Mais voilà, face avant, du coup, finalement, Mazda se réinvente pas. Mazda, ils ont trouvé leur code. C'est effectivement tous des éléments qui sont sur la dernière Mazda 3. Et donc, j'ai pas l'impression de voir un vrai concept, mais plus de voir une production ready. Et après, je trouve que ces deux petits inserts chromés, ça permet de dessiner un peu une calandre. Ça fait un peu la continuité avec le phare. Mais je les trouve quand même assez gratuits. À la limite, le courage aurait été de ne pas les mettre et de dessiner sans les deux grosses dents qui remontent. Ça aurait été... ça aurait pu être encore plus clean. Je me dis, quitte à aller dans cette philosophie du faire un truc super lean, faire un truc lisse, hyper clean, bah, pourquoi ne pas y aller à fond? Je trouve ça un peu dommage. Et pareil, alors, l'aile arrière, effectivement, elle est assez dingue, mais j'ai du mal à être fan des feux, l'expression des feux arrière. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pas mis d'image... ouais, ils ont pas mis d'image pleine arrière, quoi. Je vais essayer d'en trouver une. Hop. Hop. Si je fais ça... Ouais, voilà. Celle-là, ça a l'air d'être une photo. Hop. Faite sur le salon. Et donc, moi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un volume d'aile. C'est juste une énorme épaule. C'est un volume très, très lisse. Il n'y a pas ce côté concave, convexe qu'on peut avoir sur une épaule classique. Alors, que j'aime bien aussi, hein. Mais là, du coup, il y a un vrai truc. Par contre, je ne comprends pas vraiment la complexité, finalement, des optiques à l'arrière. C'est... Voilà. Yves, je suis assez d'accord avec toi. Les feux, ils sont un peu déconnectés du design. Ils sont un peu déconnectés du reste. Là, j'ai l'impression qu'on va les voir allumer. Donc, on va regarder ça. Mais je ne comprends pas pourquoi aller faire un petit zigouigoui comme ça, tout pointu, qui m'exprime vraiment rien. Ça fait une espèce de negative space un peu bizarre dans le feu. Donc, j'ai du mal à saisir le pourquoi. En revanche, ce qui est quand même fou, c'est la ligne. On voit la ligne qui traverse tout l'arrière et qui va rejoindre l'aile et mourir. Ça fait une espèce de quand même de grande unité en vue de 3/4 arrière. Là, c'est très très beau. En revanche, j'ai du mal à lire cette signature lumineuse. Je comprends pas. Faire un truc comme ça un peu mesquin, un peu compliqué, avec ici une séparation. T'es sur un concept car, pourquoi t'as une séparation comme ça? Pareil, t'as une séparation sur la ligne qui descend de la lunette arrière qui descend droit, ça fait un petit J. Je sais pas trop pourquoi ils ont été faire ça, alors que derrière, t'as un diffuseur super clean avec un feu vertical, t'as une seule ligne, tout ça c'est très très beau. Voilà. Le seul point noir, voilà, je dirais, je suis assez d'accord avec toi Thomas, les feux tombent comme un cheveu sur la soupe, une bonne expression de nos terroirs, et je suis totalement d'accord avec ça. Et Jules, tu trouves qu'il y a un problème de proportion entre la taille des fenêtres et celle des portes en dessous? Bah, en général, c'est quand même ce qui rend les... En tout cas, ce qui permet de sauver pas mal de design. Moi, je trouve ça toujours assez stylé d'avoir des... Je dirais même, Thomas, pardon, excuse-moi, je coupe, mais je viens de penser que les feux tombent comme un cheveu sur la soupe, mais ils tombent aussi comme un cheveu sur la poupe. Voilà. Vu que c'est mon live, vous pouvez pas me sortir du live, même si je l'aurais mérité. Sur la taille des fenêtres, effectivement, c'est un peu caricatural d'avoir des fenêtres aussi petites. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qu'on arrive à voir de l'extérieur quand on est dedans. Mais ça donne quand même vachement de dynamisme à cette voiture. Donc il faudrait qu'on essaye de voir sur une pleine vue de profil, que la marque ne nous a pas fourni, bien sûr. On a les sketchs là, par contre.
J'ai l'impression... Alors, je reviens sur les feux, j'ai l'impression que... Ah ouais, ici on peut suivre un peu toute l'évolution de Mazda. C'est ça qui est bien dans Netcar Show, c'est que vous avez la Senku 2005, hein, donc elle a 20 ans. Ce design-là, pour moi, il a pas 20 ans. Quoi. Elle a 20 ans, cette caisse. Ensuite, il y a la Nagare 2006, pareil, 20 ans. Bon, ça fait concept car à l'ancienne, mais il y avait déjà cette idée de fluidité. La Taiki un peu plus extrême. Et après, on est rentré dans voilà, la Shinari et la Vision coupée, qui était à la suite de la Vision RX. Enfin, c'est toujours un peu la même idée qui nous exprime. Et en fait, quand je vois ça, je comprends un peu mieux ce qu'ils ont voulu faire avec les optiques à l'arrière. Mais parce que là, du coup, sur un sketch, en vue de haut, on voit que une espèce de logique. La partie basse, en dessous de la ligne de toit, enfin en dessous de la ligne qui fait vraiment l'arrivée au coffre, la ligne de force à l'arrière, qui fait la jonction entre la lunette et le coffre, en tout cas la surface plane de l'arrière, c'est logique, ça aurait été logique que ça s'arrête là. Je sais pas pourquoi ils ont continué à faire cette espèce de forme un petit peu baroque. Mais les sketchs sont très très sympas, hein, ça dit en passant. Moi je suis un grand amateur de voir les trucs dessinés parce que ça permet de comprendre la logique derrière. Et voilà, et du coup je trouve que sur celle-là, bah, ça marche un peu moins quand même. Puis en plus, regardez l'image officielle que Mazda a fournie, ils ont tout fait pour qu'on voit pas le design. Donc c'est pas possible, j'ai même augmenté la luminosité de mon écran. Mais si c'est tout sombre chez vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est Mazda qui nous donne ça. C'est hyper sombre. Donc en fait, tu nous ponds un super design, ou en tout cas, t'as envie d'exprimer certaines choses avec ton design, et tu nous mets une image en noir et blanc, hyper sombre, hyper... je vais pas dire hyper saturé, mais ouais, avec un contraste très très fort, ce qui fait que t'arrives pas à lire les jantes. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Je vois juste éventuellement le reflet. Bon. Et tu ne sais pas lire la caisse, donc bon. Orion, bonne question. La question c'est... Ouais, alors déjà, ouais, cette image-là, c'est comme s'ils assumaient pas le design, ou en tout cas, moi, quand... et tous les gens qui bossent dans l'industrie automobile vous le diront, quand tu sais pas trop ce que tu vas faire, quand t'as pas trop d'idées pour une zone spécifique dans un dessin, tu fous tout ça en noir, ou tu le masques, ou tu mets l'attrait visuel ailleurs. Donc là, ça permet juste de montrer qu'on a des volumes super lisses, mais ça permet pas de comprendre exactement. Il y a une bonne question de Orion, qui dit s'ils ont cette DA dans leur concept depuis des années, pourquoi ça se retranscrit pas dans leur gamme? Moi, je trouve que ça se retranscrit dans leur gamme d'une certaine manière. Attention, ça reste des véhicules de prod, donc c'est pas forcément évident. Puis là, en plus, je sais pas pourquoi Netcar Show, il me sort que les SUV. Mais si on prend par exemple une Mazda, bah, par exemple le CX-70 et le CX-80, qui sont des gros SUV, on a ce truc de side panel animé par un gros reflet de lumière, par un volume super progressif. Donc évidemment, on est loin de la RX Vision, qui est juste là avec ce reflet, mais dans l'esprit, dans l'idée... Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais j'arrive à comprendre la filiation entre ce concept et une prod pure, puisque là en plus, je suis un salaud, je vous ai pris le SUV du coin, le CX-80. Une filiation, je dis bien, pas forcément quelque chose de trop terre-à-terre, mais je comprends l'idée. Si je vais en liste, alors peut-être que je peux trouver. En fait, j'ai l'impression que Mazda, ils nous ont fait que des SUV, là, récemment. Celui-là, on va le voir juste après. J'ai même l'impression que la Mazda 6 électrique, elle nous raconte un peu autre chose encore. Dites-moi si je me trompe, mais... En fait, elle est beaucoup moins... Bon, après, avis personnel, hein. Je la trouve beaucoup moins intéressante que même les voitures de prod d'avant. Parce que ça, c'est vraiment la toute dernière. Sincèrement... Sincèrement, je comprends pas pourquoi ils ont sorti cette caisse-là. Bon, je divague, hein. Mais voilà, par exemple, la Mazda 3 est un super exemple de ça. Voilà, quand on voit cette
cette image, par exemple, assez parlante, et le concept car RX Vision. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même une bonne filiation entre les concept cars et la prod chez Mazda. En tout cas, on ressent l'essence de ce qu'ils ont voulu faire. Mazda 3, d'ailleurs, je pense qu'il a un bon succès en Europe. Hein. Mais en même temps, elle a tout, cette voiture. Elle a une bonne tête. C'est pas too much. Alors, Orion, tu vois, impeccable. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a bien une connexion entre les modèles de Mazda et leur concept car. Et à mon avis, la transition est toute trouvée, puisque dans les voitures qui ont été présentées au Salon de Tokyo, dont j'avais envie de vous parler, ou en tout cas que j'avais envie de regarder avec vous, puisque je les découvre encore une fois en même temps que vous, mais Mazda a aussi sorti la Vision X Compact. Et ça m'a fait penser à la Mazda 2, évidemment. Je pense que la Mazda 2, je vais vous la retrouver. Ah, excusez-moi, j'étais en train de m'effondrer. Elle est une bonne Mazda 2. Voilà, ça, c'est la Mazda 2 telle qu'on la connaît. Alors maintenant, il y en a une autre. Moi, je me souviens de celle-là, pour être tout à fait honnête. Cette Mazda 2. Ça m'a l'air d'être une Toyota, ça, en fait. C'est une Toyota. Ah, mais ça casse la tête, il y a... Ah non, c'est Mazda. Vous savez que maintenant, on s'y retrouve plus sur Internet, et sur YouTube en particulier, avec toutes les images produites par IA, où t'as un mec qui va prendre une Mazda 2, il va la mettre dans un truc IA, et il va dire, vas-y, fais-moi la Mazda 3 de 2030. Ridicule. Enfin voilà. Et donc, celle dont on veut se parler, c'est bien sûr celle-là. Une petite citadine de chez Mazda, donc on retrouve la même essence, la même philosophie, le même langage, finalement, très très Mazda. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des gros fans de Mazda ici dans le live, vu qu'on est entre nous. J'ai souvent des commentaires sur mes vidéos YouTube qui me disent « Ah, tu peux faire une vidéo sur Mazda, tu peux faire une vidéo sur Mazda. » Je l'ai dans mes notes, je sais que je dois la faire. J'ai énormément de choses à dire sur cette marque. Je vous en donne une partie entre nous parce qu'on est entre nous. Mais voilà, je sais qu'en 2026, certainement pas avant, en 2026, il y aura une vidéo sur Mazda parce que c'est quand même une des marques qui a le design language, à mon sens, le plus intéressant de ces dernières années. Et donc voilà cette nouvelle Mazda X Compact. Alors le nom du concept ne m'évoque rien, c'est un peu dommage. X Compact, bon ouais, ok, so what. Par contre, j'ai plaisir à imaginer que ça pourrait arriver un de ces jours dans nos rues. Les Manco qui nous dit on en parle de ce rouge Sol Red Crystal, clairement une des plus belles couleurs de la production actuelle. Je suis d'accord, c'est ce qui m'avait fait aussi casser mon crâne quand j'ai vu la RX Vision pour la première fois, ce rouge hyper profond. Et puis je trouve qu'ils ont réussi à amener dans la gamme un rouge qui est vraiment leur signature. Kaes qui dit « Je suis tombé amoureux de Mazda quand mon oncle a ramené sa RX-8 quand j'étais ado. J'ai totalement câblé. Je ne peux que aller dans ton sens. Je comprends. C'est le genre de truc qui fait naître une passion de voir une RX-8. Et puis moi, je me souviens d'un jeu vidéo. J'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit, mais il y avait un jeu vidéo, je crois que c'était Need for Speed peut-être, où il y avait une RX-8. Ou une RX-7, si je dis pas de conneries, bref. C'était mon premier contact avec la marque Mazda. Quoi qu'il en soit, j'aime bien la remarque d'Orion qui nous dit que c'est féminin, il y a un petit côté produit cosmétique, rouge à lèvres. Ouais, voilà, je pense que c'est fait pour être mignon. Quand je vois ce 3/4 arrière, je me dis c'est fait pour aller manger sur les plates-bandes de Mini, par exemple. Fiat, évidemment, avec la 500. Ah, Flopito, c'était Underground 2, je vois qu'on a les mêmes, bref, bien vu. Donc, à mon avis, ça va aller manger chez Fiat 500, ça va aller manger chez Mini. Je pense que Mazda, ils se sont dit, il n'y a pas de raison que les autres aient une voiture dans cette catégorie. Évidemment, on pense à la Renault 5, la future Twingo. Ouais, bah, tu vois, Yves, on est d'accord, la future Twingo.
À mon avis, Mazda se dit qu'il y a un marché à prendre, et puis Mazda, c'est quand même le marché aussi intérieur japonais qui les intéresse. Le marché intérieur japonais, c'est aussi de la... C'est aussi les keycars, donc un petit truc, petite proportion, avec de l'espace à l'intérieur, why not? J'aime beaucoup les intérieurs de Mazda, alors là évidemment je me concentre sur le volant, mais finalement, à chaque fois, et je vous en ai parlé dans un autre live, mais à chaque fois les gens ils me disent pourquoi les voitures c'est aussi compliqué, c'était mieux avant, c'était plus simple, maintenant on nous vend plein de trucs, on n'en a pas besoin, etc., etc., etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin? Un intérieur tout simple, je vois un levier de vitesse malgré une boîte auto, donc c'est mignon, ça rappelle un truc un peu fun. On voit ici un iPhone ou un téléphone, donc en fait ton GPS ce sera dans ton téléphone, on va te donner juste ton compte tour et ton compteur de vitesse, et puis go quoi. Un peu de boutons sur le volant, mais ça doit être un truc genre clignotant, les palettes au volant éventuellement, et avec ce truc, cette espèce de planche de bord, on dirait du verre ou un espèce de piano black mais qui soit pas black, un piano red cherry, ce serait super intéressant je pense de voir ça en vrai. En tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être un concept tout à fait complet. Ça pourrait être un truc qu'on aimerait voir en prod finalement. Alors, par contre, les deux petits câbles, je sais pas si vous les voyez, derrière l'odomètre, derrière le compte-tour et le compteur de vitesse, il y a deux petits câbles. Ça, c'est un grand truc de designer inter. S'il y a des designers inter dans le live, dites-moi. J'ai vu beaucoup de mes potes designers inter dessiner des câbles de partout, dans les inters de concept en particulier, mais ça n'arrive jamais en prod, évidemment. Donc je me demande quel est le sens de faire autant de petits câbles comme ça. Je vais essayer de mener mon enquête et je vous donnerai la réponse. Mais voilà, regardez... Ah oui, alors je voulais juste vous montrer un truc quand même sur la première image. Tellement... Ouais, manque plus qu'un bon vieux 4 cylindres Atmo et c'est parfait. Bah voilà, ce serait la voiture du peuple, quoi. Ce serait la meilleure caisse. Alors, j'ai pas le nom du directeur du design de Mazda, on va regarder juste après. Je l'ai plus en tête. Je sais qu'à l'époque, des concepts comme la Furaille et tout, c'était Lorenz Vandenacker, puisque c'était avant qu'il arrive chez Renault, là où j'ai travaillé dans ses équipes. Mais je ne sais pas qui l'a remplacé. Ce qui me fascine vraiment, et je vous demande vraiment de concentrer un petit peu votre attention sur un élément en particulier de ce design, la taille du rétroviseur. C'est tellement ridicule que ça me fait sourire. Je trouve ça trop mignon et trop marrant. En proportion, ça fait vraiment une grande vitre, du coup un grand front pour cette voiture, une grande tête, parce que le rétro est minuscule, mais en fait c'est un rétro caméra évidemment. Donc ça m'a fait rire. Là tout à l'heure j'y ai pensé en le voyant. Je me suis dit tiens, il faut que j'en parle de ça. Qu'est-ce que c'est que ce rétroviseur qui n'a ni queue ni tête, ni fait ni à faire, mais marrant quand même. Je trouve que si je devais retenir un petit détail, si je fais mon petit observateur et que je retiens un détail de la caisse, eh bien ce sera ce petit rétroviseur rikiki et ridicule. Mais trop mignon. Directeur de design de chez Mazda, Takanori Tsubaki d'après Google. Merci d'avoir été cherché. Bon alors en vrai c'est une voiture un peu féminine, mais j'ai l'impression qu'ici dans le chat, tout le monde l'aime. Enfin on l'apprécie pas mal. Ça fait presque calvitie cette vue, ouais. Je confirme. En fait, la voiture, elle a quand même, en vue de profil, ça va. Elle a des bonnes petites proportions en vue de profil. Ils arrivent, mais alors ils trichent, hein, parce que t'as un gros panneau lumineux derrière, donc en fait, tu vois pas le pare-brise qui est un peu plus avancé que le pilier A qu'on voit ici. Donc t'as l'impression d'avoir un long capot, un gros dash to axle, mais en fait, t'as ton pare-brise qui va un petit peu plus loin que... Ouais, c'est juste suggéré ici, on le voit pas en entier. Mais en proportion, je la trouve bien. Surtout l'arrière, je trouve ça hyper clean, très bien dessiné. Ça me rappelle un petit peu la shape qu'on peut avoir aussi sur les Golf, d'avoir ce truc avec la découpe de porte à l'arrière qui suit le montant. Franchement, c'est trop bien. Ça fonctionne. Mais, ouais. Tout le monde... Alors, pas tout le monde a priori, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une voiture qui est faite... pour être le plus féminine possible et pour plaire aux clientes des Fiat 500, des Mini et des Future Twingo, et qu'en fait, tout le monde dit, bah, une petite caisse comme ça, toute simple, avec un intérieur hyper clean, hyper simple, et un petit 4 cylindres, ce serait magnifique. Ouais. Donc vous voyez, c'est bien une caméra qu'on a dans
à la place du rétro, c'est pour ça qu'il est aussi petit. Les jantes de Mazda, toujours cette espèce de thème qu'ils ont de faire une jante un petit peu technique, un petit peu travaillée, et puis de venir le recouvrir j'allais dire un truc en plastique. Bon, c'est pas très valorisant de dire ça, mais oui, fondamentalement, c'est une pièce en plastique. Il y a un côté mytho, il y a un côté esprit Micra. Voilà, une petite caisse mignonne, citadine. Les sketchs sont sympas aussi. Sketch de Ryoma Makino, que je ne connais pas. Mais on voit bien le trait de crayon, un truc assez simple. Ouais, efficace. Et ouais, aller à la limite, je suis d'accord avec... je sais plus qui avait dit que... Ouais, Thomas, proportion de la face avant, à la limite, mais vu qu'on n'a qu'une seule image de la face avant, je me fie un petit peu à ce que je vois. C'est vrai que... pourquoi pas essayer d'aller chercher un museau peut-être un tout petit peu plus tombant. Pardon, mais bon, ça bougerait beaucoup de choses, donc... C'est vrai que par rapport au gabarit de la caisse, allez, s'il y a un truc à changer, mais encore une fois, en vue de profil, ça fonctionne quand même. Je me trompe ou la signature lumineuse arrière a une connexion avec l'autre concept de Mazda. Je pense pas qu'il y ait une connexion directe, mais c'est le même esprit, puisque on va avoir le pilier C qui descend avec de la signature lumineuse, et ensuite un truc graphique. Donc c'est un peu la même idée. L'arrière aussi hyper clean. En arrière avec un diffuseur tout simple. Alors tu vois, maintenant, même sur les caisses, on sait pas ce que c'est. Ça, c'est peut-être une voiture électrique, j'imagine d'ailleurs. Mais on a toujours des diffuseurs. En vrai, même sur une RS ou une... Allez, sur une... quoi. Même sur mon Aston Martin V8 Vantage, t'as pas un diffuseur comme ça d'origine. Donc les diffuseurs, ça devient de plus en plus un sujet de design. On essaye de mettre des trucs à cet endroit-là. On essaye de mettre de la densité. Et sinon, j'aime bien tout le bloc de coffre. Voilà, avec pas de logo, juste le nom Mazda, rétro-éclairé parce que c'est le concept, évidemment. Mais juste une surface toute lisse. En fait, Mazda nous fait des galets. Voilà. Mazda, c'est une marque de galets. Et c'est pour ça qu'on les identifie bien. Et qu'on aime bien leur design, parce que c'est pas des designs trop compliqués, c'est pas des designs qui hurlent. Ok pour cette Mazda. On a vu les deux Mazda quand même, on voit bien que Mazda ne se réinvente pas, ils sont dans la continuité. Qui d'autre est dans la continuité? Lexus aussi, qui nous a sorti le LS Concept, que je vais vous montrer juste maintenant. Voilà le dernier concept car de Lexus. Bon, est-ce qu'on va s'y attarder pendant 10 ans? Je ne pense pas. Ce qu'on observe, c'est que c'est bien une Lexus dans le pur jus des Lexus. On retrouve la forme suggérée ici de la calandre Lexus avec l'angle du phare, enfin le bout du phare à l'intérieur qui avance et qui crée un angle parce que la ligne repart dans l'autre sens. Ça, c'est du pur Lexus, mais un poil modernisé. Cette vue-là est plutôt jolie. Mais en fait, j'ai l'impression de retrouver beaucoup de codes des SUV modernes. Finalement, si c'était pas une Lexus, ça pourrait être une chinoise que ça me choquerait pas. Ah ouais, designé par Calty, donc le studio américain, je savais pas. Par contre, l'arrière, je trouve très cool, très structuré. Il y a un truc qui témoigne d'une certaine puissance. Un peu DS sur les bords, Flopito, je peux être d'accord avec ça, ouais. Mais voilà, il y a une espèce de truc quand même, j'aime bien la fluidité des volumes qui contraste avec la rigidité ici à l'arrière. Je pense que ça donne de la puissance. Franchement, Lexus, qui pour moi était très différenciant, tombe dans les travers des marques plus mass market. Bah ouais, c'est ça aussi le reproche que j'ai envie de leur faire, c'est que cette voiture-là, si t'enlèves Lexus et que tu connais pas trop la marque et que tu devines pas, comme nous qui sommes à fond dans le design auto ou dans la bagnole, on devine cette calandre Lexus qu'on a connue sur les IS300, etc. Je vais la remettre pour ceux qui l'ont pas. Si je tape juste Lexus Front, voilà, vous retrouvez cette calandre Lexus. Bah, on la voit bien ici, finalement. Elle est suggérée, on la devine.
Et, et c'est ce qui donne l'affiliation entre le modèle et la marque. Pour autant, ça pourrait très bien être une voiture chinoise quelconque, assez quelconque. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, l'intérieur, c'est pour ça que moi, je me... Ah bah là, on a un super bon exemple. C'est pour ça que moi, je ne parle que rarement des intérieurs. Parce qu'en ce moment, les intérieurs, c'est toujours pareil. C'est écran, sur écran, sur écran, sur écran. Et donc là, on a évidemment un écran passager. Le truc... Je sais pas si... Est-ce que l'un d'entre vous a un écran passager dans sa voiture? S'il y en a un qui peut me faire un retour d'expérience sur l'écran passager, je suis preneur. Effectivement, l'automobile, il a changé. Depuis qu'il y a des écrans passagers partout, en tout cas depuis que les intérieurs, c'est que full écran. Je n'arrive pas à... Personnellement, je n'arrive pas à rentrer dans cette... Je ne rentre pas dans cette propagande. Voilà, je ne contracte pas avec les écrans partout à l'intérieur. Je trouve que ça enlève vachement de travail et de charme aux intérieurs. Avant, on pouvait voir vraiment des super trucs, des thèmes hyper recherchés. Là, en fait, c'est simple. On te met une planche de bord bien droite, on te met un écran bien énorme, et ça ira bien. Et puis là, de ce côté-là, je vais juste... Voilà. De ce côté-là, alors je crois que c'est parce que dans les... Alors là, il y a un double écran. Vous voyez, il y a écran devant et volant, écran, sur écran, pare-brise. Ouais, c'est dramatique, quoi. Et en plus, vu que dans l'écran là... Dans l'écran qui se trouve entre l'écran et le volant, si vous regardez à la droite, donc à droite, on a... à droite, on a le compteur, il est marqué 0 là, mais à gauche, on a un écran en plus, on a l'impression d'avoir... Je sais pas si vous avez la rêve du mec qui a toutes ses lunettes, je sais plus dans quel film ou dessin animé c'est, mais t'as un mec qui met des lunettes et il a 10 000 écrans qui avancent là. Ça me fait penser à ça. Je suis désolé, je l'explique très mal, et je saurais même pas quoi taper pour aller chercher ce gif du mec tu vois, qui a une lunette avec 10 000 écrans qui lui permettent de zoomer là. Bon, quoi qu'il en soit, l'intérieur, il est on ne peut plus basique, et c'est pour ça qu'on en vient à ce problème des voitures récentes, toujours les mêmes écrans, pas de personnalité, et le problème de Lexus, faire des voitures comme tout le monde. Là où justement, je trouve que l'industrie japonaise fait des voitures différentes, et c'est ça un des points que je voulais partager avec vous, c'est que il y avait quand même des super caisses chez Lexus, tu vois. Quand on voit ça, on se dit l'avenir est radieux. Et après, on voit ça, donc du coup, qui pourrait être tout aussi bien une Chery, tout aussi bien une GAC. Voilà, ça n'a pas vraiment de... Ça a plus vraiment d'intérêt, pardon. Hop. Et c'est un peu dommage, à mon sens. Si je regarde toutes les images, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Non. Il n'y a pas vraiment de trucs très intéressants. Donc cette Lexus pourrait être une voiture chinoise sans personnalité, que ce serait le même tarif. Et le van, alors, vu que ça parle du van, Orion qui dit la Fiat 500 est bien mieux, j'ai 3 interrupteurs et ça suffit. Totalement d'accord. Ma 500 et ta 500, du coup, on se connaît. C'est la pureté. C'est la pureté. Allons voir le van de Lexus pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de ce qui se passe dans la tête de Lexus. Là, par contre, dans leur van, ils essayent pas d'être comme tout le monde. Mais pareil, j'arrive même pas à lire ce design, cette image. C'est un van à 6 roues. Ok. J'avais pas prévu d'en parler. La face avant, où on reconnaît la calandre en X de Lexus. Et encore. Alors ça, vous allez le voir encore longtemps là. Je vais commencer à préparer... la vidéo. Vous savez, j'avais fait l'an dernier une vidéo sur les tendances. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais fait une vidéo sur les tendances de design de 2025. Il se trouve que... Non pas que ça me fasse plaisir, mais j'avais raison sur la majorité des trucs que j'avais vu venir. Il y a une tendance qui est quand même là, dont on n'a pas parlé. Peut-être qu'elle va encore s'intensifier en 2026. Mais c'est toutes ces petites lignes là que vous voyez ici au niveau du bouclier à l'avant ou du pare-choc ou de la... Vraiment au bas de la voiture, là, les toutes micro-lignes. Ça, c'est un truc. On fait ça quand on n'a pas d'idée.
parce que c'est super facile à faire dans Photoshop, ça donne de la densité, ça te permet à ton œil de lire quelque chose, ça te permet de raconter un truc, mais ça n'a pas de bon sens, et c'est un truc qu'on va continuer à avoir beaucoup. Donc là, si vous voyez, dans ce concept, t'as... Déjà, c'est pas encore Noël, mais on a déjà un sapin, avec une guirlande qui fait ligne horizontale en dessous du pare-brise, qui descend avec des crocs à la Peugeot, qui repart sur le côté pour créer le X de Lexus, qui repart en bas, et avec le trait au milieu illuminé. Donc là, c'est vraiment full Noël time. La guirlande est prête, et c'est parti. Donc, je ne... Salut Nicolas, ouais, c'est le Cybertruck de Toyota, ouais. Franchement, too much pour moi. Voilà, pas grand-chose à dire de très intéressant. J'ai pas l'impression qu'ils étaient super inspirés. Et je vois qu'ils ont aussi... Ah, voilà. On y arrive. Ils vont vraiment nous le vendre. Parce que si me le met... Comme dirait l'autre, pour rester dans les refs de la plus haute qualité, tu peux faire un double écran une fois, mais pas 15. Mais là, j'ai l'impression que Lexus, ils vont nous le faire 15 fois. Parce que dans le concept qu'on vient de voir, ils nous ont mis ce double écran. Là, dans le van claqué, ils nous mettent le double écran. Ça veut dire que Lexus, ils sont en train de préparer les esprits à avoir des doubles écrans dans les voitures. Parce que s'ils l'ont mis dans 2 concept cars, ça veut dire qu'ils préparent un truc pour la série. Donc, on est condamné. On va avoir le double écran. Bon. Préparez-vous, les gars. On croyait que le... Voilà. En plus, ils nous le montrent bien. Voilà, 3 images. Alors, on va faire un petit exercice, hein. Le concept, t'as plusieurs photos. Ok, allez, on va regarder combien de photos en tout. 6, 12... Allez, on va dire, il y a une trentaine de photos. Sur les 30 photos, t'as écran, 3 fois. Donc juste sur la partie double écran, parce que c'est pas l'intérieur au complet, hein. L'intérieur, il y a la moitié des photos. L'avant, t'as 2 photos. L'arrière, t'as 2 photos. D'ailleurs, l'arrière, on dirait un truc avec les grands fronts, là, j'ai oublié, mais... Bref, c'est pas le sujet, mais... En gros, vous voyez qu'ils prennent le temps de bien nous montrer le double écran. Ça veut dire qu'ils essayent... Quand t'as 3 photos coup sur coup comme ça, ils essayent de nous préparer. Ouais, l'arrière, un beluga, exactement. Bon, là, c'est un problème de proportion. Après, graphiquement, pourquoi pas. Le double essieu, là, à l'arrière, enfin, les deux roues, aucun intérêt. Je pense que ça, c'est quand tu fais un truc et dans le studio, tout le monde se dit, bon, on a juste fait un MPV un peu naze, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dinguerie pour qu'il sorte du lot et que les gens le voient dans le salon? Parce que le truc, quand même, en proportion, il est immonde. Attendez, je suis en train de bugger. Oh, Seigneur. Ouais, bon. Voilà, on va se remettre juste la petite side view qui fait plaisir. Hop, la petite side view. Quand tu fais ça dans le studio, elle dit, tiens, finalement, après, le volume en soi, moi, je dis pas si demain, tous les véhicules utilitaires ressemblaient à ça, ou si les véhicules utilitaires, ils sortent ça, un vrai véhicule utilitaire, pourquoi pas? Mais il y a quand même un mec qui a dû se dire, il nous manque un truc là dans le design. Allez, si on rajoutait une 3e roue en side view, mais du coup la roue avant elle est énorme. Et les 2 petites roues arrière, c'est des petites roues de karting ou des petites roues de caddie. Là, je suis un peu perplexe. Elles sont vraiment toutes petites. Alors, à mon avis, là j'y réfléchis. Est-ce que moi en tant que designer, je ferais pas 2 petites roues à l'arrière pour justement prendre moins d'espace sur l'intérieur et avoir un truc plus vivable? Oh, peut-être que c'est ce que je ferais, mais j'ai pas l'impression que ce soit mis en avant. On voit bien ici à l'intérieur. Hop, elles sont là. On voit bien à l'intérieur que ça prend quand même vachement de place, les 2 petites roues. Ouais, vous voyez, on est engoncé entre les roues. Donc bon. Je ne comprends pas l'intérêt. Alors après, il y a une bonne remarque. Orion, à mon avis, t'as bien vu quand tu dis qu'il voulait pas casser la ligne. Bon, en fait, je peux partager ton avis. Peut-être qu'il voulait pas casser la ligne, cette ligne diagonale qui part du feu arrière. Après, visuellement, ça permet d'allonger, hein, parce que c'est un format qui est quand même
un format qui est pas évident, hein, de se faire une caisse sur ces proportions-là. Donc, ils voulaient conserver la ligne qui part du fer arrière, qui va mourir jusqu'en bas de la caisse. Mais bon, pour conserver cette ligne, ils ont tué tout le reste de la voiture. En tout cas, ils ont tué l'intérêt. J'ai du mal à les prendre au sérieux. Bon. Thomas, t'as bien raison, je viens de relire ton commentaire. On peut toujours faire pire. Voilà la leçon du live de ce soir. Même quand on fait un concept car, on peut faire un espèce de beluga avec un grand front. Pareil, il y a un mème d'un gars avec un super grand front. Faudrait que je les retrouve tous ces mèmes, que je me fasse un petit catalogue. Comme ça, je pourrais vous les balancer en live. Plutôt que d'essayer de les expliquer, c'est pas toujours efficace. Bon, en tout cas, ce que je retiens de ce concept-là, les gars, pareil, on va pas y passer 2 heures, hein, mais ce que je retiens de ce concept-là, c'est... N'entrez pas dans la propagande du double écran, ça arrive. Là, le double écran arrive, et d'ailleurs, j'en profite parce que, Yves, tu dis fini la sensualité de Lexus. Effectivement. En fait, il y a 2 types de marques automobiles. Il y a des marques automobiles qui font les choses de manière super clean, qui essayent d'être... Enfin, en fait, qui voient l'avancée des outils de production et l'avancée technologique pour aller faire des choses de plus en plus précises et clean. Je pense à Land Rover. Volkswagen fait ça. Tesla, même s'ils n'ont pas un outil de production très performant, ils essayent de faire du clean. Voilà, on peut catégoriser les marques. D'un côté, tu as la famille des marques qui font des trucs clean, sobres, simples. Et justement, la plus grande sophistication, c'est d'arriver à faire un truc très pur, très élégant, à la fois très expressif, mais sans en mettre trop. Et tu as l'opposé, qui est parfaitement représenté par Lexus depuis longtemps, qui est on va en faire plus. Vu qu'on a un outil de production sophistiqué, vu qu'on sait emboutir de l'acier d'une manière vraiment beaucoup plus complexe qu'avant, on va en faire plus, on va rajouter des lignes, on va rajouter des volumes tordus, on va surexprimer les choses. Et donc là, on l'a vu ce soir, hein, on le voit là en direct, sans l'avoir préparé. On regarde ensemble les concepts de Mazda, 2 concepts. On regarde ensemble les concepts de Lexus, 2 concepts. T'as vraiment les 2 philosophies de ce que peut être le design automobile aujourd'hui, en tout cas, comment classifier ces marques. DS, Lexus, ils sont là-dedans. Les autres, ils sont dans le côté clean. Orion qui dit on peut pas lâcher son prime. Je sais pas ce que ça veut dire lâcher son prime, mais tu peux lâcher ce que tu veux. Tu peux lâcher prise si tu veux. Tac. Voilà pour les concepts de Lexus, les gars. Dites-moi ce que ça veut dire lâcher son prime. Je sais pas, les gars. Je suis un newbie sur Twitch, hein, vous le savez très bien. S'abonner à ma chaîne. En vrai, je sais pas, faudrait que je regarde. Peut-être que je suis pas encore éligible parce que j'ai pas fait énormément de stream. On m'a parlé du fait que Amazon Prime, quand t'es abonné à Prime, tu peux t'abonner à une chaîne et peut-être que la mienne n'est pas encore éligible. Faudrait que je regarde ça. En tout cas, que je me renseigne sur les règles de Twitch et comment ça fonctionne. Puisque, bonne question. J'en reparlerai avec Jonathan. Lui, il sait tous ces trucs-là. Il va m'aider. Voilà, il faut que je sois affilié Twitch. Voilà, garde ton Prime au chaud. Je ne suis pas encore affilié Twitch. Je n'ai pas encore une énorme carrière de streamer derrière moi. Mais voilà, semaine par semaine, on va construire ce truc tous ensemble. Et donc garde-le au chaud et bientôt, je serai affilié Twitch. Là, on m'a donné un nouvel objectif de vie. Je sais pas combien de temps ça pourra prendre, mais t'inquiète. Ça va le faire. Moi, je vois toujours les choses sur du long terme, et en vrai, même si on n'est pas super nombreux, évidemment, c'est pas les mêmes volumes que sur YouTube ici. J'aime bien ce côté vraiment de discuter de manière super directe, et puis on commence à voir les personnalités de chacun qui se détachent et tout, les goûts et tout. Enfin, moi, c'est ce que j'adore. Donc, ça viendra. Bientôt, nous serons partenaires Prime et affiliés Twitch, je sais pas quoi. Et là, ça va déboîter. Mais pour l'instant, continuons sur nos petites analyses de design. Ah voilà, 50 followers, ça c'est fait. Streamer un total de 8 heures, ça je pense que ça va être fait. Streamer 7 jours différents et avoir une moyenne de 3 viewers. En fait, le dernier truc, c'est qu'il manque de streamer 7 jours différents. Donc, il n'est pas exclu qu'à un moment donné dans l'année, alors pas au mois de novembre, parce que le mois de novembre, les gars, il va être chargé niveau vidéo.
ça va être très dense. Là, attendez-vous à une vidéo par semaine, donc j'ai beaucoup de taf. Mais il y a un moment donné dans l'année où je vais bombarder sur Twitch et faire du stream non-stop. Comme ça, je pourrai aller choper ce truc d'affilié, vu que toutes les autres conditions sont déjà réunies, parce qu'on est 280 followers, on a déjà streamé 8 heures et on a déjà plus que 3 viewers en moyenne. Donc oui, et donc du coup, oui, petite info juste sur les vidéos. Mois de novembre, là, le 11 novembre, je sors ma grosse vidéo dont je vous ai parlé et que je vous tease depuis un petit moment. La semaine suivante, j'ai une autre vidéo qui est déjà écrite. Donc voilà, gardez en tête que moi, voilà, ça fait 6 semaines là que j'ai pas sorti de vidéo. Je cherche toujours à vous faire de la qualité au lieu de tenir un calendrier de publication. Mais là, je sais que j'ai de la qualité qui arrive pour chaque semaine. Donc la semaine prochaine, pourquoi avez-vous le physique de votre voiture ? Ça me prend du temps en montage en particulier, mais ça va être cool. Celle d'après, elle est déjà quasiment prête. C'est un autre thème, mais ça me permettra de vous parler et vous montrer en détail mon Aston Martin, pour ceux qui me suivent pas forcément sur Insta. J'en ai pas encore parlé sur YouTube, donc c'est la vidéo où on va présenter un peu la voiture. Donc je suis pas à la boiserie, je vais pas vous faire un montage de zinzin, mais au moins, si je peux partager avec d'autres passionnés sur la chaîne ce petit plaisir, bah, c'est cool. Et puis motiver certains, des fois qui ont un peu de difficultés, qui se font emmerder à l'école ou qui galèrent parce que les profs leur disent qu'ils vont rien faire de bien, etc., etc. Ou les gens se moquent d'eux parce qu'ils sont tout seuls dans leur délire sur un certain nombre de sujets, ou les gens comprennent pas leur passion automobile. Et bah, si ça peut motiver ne serait-ce qu'un mec à se dire, bah moi aussi je peux acheter une voiture comme ça me fera plaisir. Donc, dans 2 semaines, ce sera cette vidéo-là, le 18. Et après, des sujets de ouf. Franchement, la fin d'année, j'ai réservé les meilleurs sujets. Aussi, pour tout vous dire, parce qu'on a des très bons deals avec des sponsors qui aident vachement la chaîne. Et sur la fin de l'année, c'est toujours le moment un petit peu intéressant pour eux de se positionner. Et on leur a réservé les bons sujets et j'avais pris le temps de bien faire les scripts. Donc je pense que vous allez kiffer, mais ça va être assez dense pour moi. Une vidéo par semaine, mais on fera le live quand même parce que c'est ce que je kiffe. Alors il y a plusieurs questions là sur la Jag, j'en avais parlé. On en reparlera, vous savez qu'à la fin d'ici une demi-heure, je fais une session live only uniquement sur le live, donc qui sera pas rediffusé sur YouTube, qui sera juste entre nous. On pourra répondre à ces questions-là, si ça vous va. Voilà, Yves, qui est un habitué du live, il sait que voilà, là on est passé dans la partie live only, mais on en ressort, on se parlera de tout ça juste après, les nouveaux designs sur appel de phare, la Jaguar, etc., etc. Yves, j'ai l'impression que ça te plaît pas la partie live only. En tout cas, on va rester sur notre débrief du salon de Tokyo, puisqu'il y a quand même encore une voiture au moins dont j'ai envie de vous parler. C'est le Toyota Century. Donc j'ai cru que c'était Genesis, finalement c'est Toyota. Il n'y a pas beaucoup de belles images. Alors Toyota Century, juste pour recentrer le débat. À l'époque, en V12, voilà. Une Toyota Century, c'est ça. Tu vois, si Motor One dit une voiture de luxe impériale japonaise avec un V12, c'est vraiment ce que c'était. Donc c'était C'était un Rolls-Royce Competitor. C'était un Bentley Competitor. C'était vraiment une limousine V12 Atmo. Voilà, elle est devenue maintenant mythique. Hein. On s'entend que, en vrai, quand on était petit, bon, c'était pas non plus, c'était pas le genre de caisse où on devenait fou. Mais maintenant qu'on est passionné, c'est d'ailleurs ça qui est assez fascinant avec la passion automobile. Quand j'étais petit, j'adorais une Lamborghini Murcielago, j'adorais une McLaren SLR, j'adorais une Alfa Romeo 8C, j'adorais la Gallardo quand j'étais vraiment tout petit, qui sont évidemment des voitures que je kiffe toujours. Mais plus tu avances dans ta passion automobile, plus tu commences à aimer des trucs que personne d'autre que toi n'aime. Donc c'est pour ça que vous, dans le live, vous me dites que vous aimez cette voiture. Mais votre petit vous, il se serait pas retourné sur cette caisse, mais vu que vous avez gravi les échelons de la passion automobile, vous commencez, ou vous vous intéressez depuis un certain temps, à des caisses de plus en plus nichées, de plus en plus bizarres et de plus en plus mal aimées. Exemple, un gamin à mon époque, quand t'avais
quand t'avais 10 ans en 2005, personne kiffait la Renault Avantime. C'était hors de question. Et en fait, au fur et à mesure du temps, se construit cette culture automobile et on commence à aimer des trucs qu'on n'aime pas. Exemple, moi, maintenant, tu me parles d'une Volvo, je crois que c'est la V70. Incroyable. La V70, avec l'arrière bien cubique, bien suédois, bien meuble en kit. Ça me parle à fond. Les Ford Country Squire, moi, tous mes potes se moquent de moi parce que j'adore les Ford Country Squire. C'est mon rêve d'en avoir un de ces quatre. Alors, voilà, genre ces versions-là, voilà. Mais je vous en ai déjà parlé dans un live, de toute façon. Ah oui, quand je vous parlais de ma philosophie automobile, moi j'aime tout, mais j'aime ça, tu vois. Avec le faux bois et tout. C'est débile, mais ça fait partie du fait que ma culture automobile, c'est un peu progressé. Gak Iptech Earth. Qu'est-ce que c'est que ça, Ryan? Image. Ouais, j'arrive pas à trouver une belle image. C'est une voiture très sombre. J'ai pas l'impression que ce soit... J'ai pas l'impression que ce soit si mal. Bon, on va regarder ça juste après. Je me la mets là de côté. Pour qu'on la regarde aussi. Hop. Ça me fait penser au fait de voir qu'on n'a plus de chrome. Alors, je vais juste supprimer certains onglets. Tac, tac, tac. On n'a plus de chrome sur les voitures et ça manque. Ouais, c'est clair. Il y a un paquet d'automobiles qui sont détestés à leur sortie, puis adulés et intouchables 20 ans après, comme la 309 GTI 16 et bien d'autres. Exactement, exactement. Donc en fait, voilà, nous tous, en tant que passionnés, on évolue, on progresse dans la culture automobile. Il y a 10 ans, tu nous aurais parlé de cette magnifique Toyota Century. On t'aurait dit, ouais, ok, ça marche. Déjà, une Lincoln, j'ai du mal, mais alors la Toyota Century, ça m'évoque rien. Et maintenant, tous les passionnés, ils sont fous avec cette caisse, ou en tout cas, elle a repris une aura. Et donc, Toyota relance ce nom, Century, pour ce concept car qui récupère vraiment les codes de design aussi de Genesis. C'est ce qu'il faut quand même retenir. On va pas se mentir. Ça reprend les codes de design de Genesis dans le sens où Genesis c'était... Enfin... Allez, si je vous montre Genesis... Vous avez juste... Voilà. Genesis, c'est juste ce truc de... Alors maintenant, ils font des concept cars spécifiques, mais... Voilà, c'est... Donc Genesis, pareil, c'est une marque du groupe Toyota. Et c'était la double ligne. Voilà, la signature lumineuse, c'était la double ligne. Hop. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Donc ça, bêtement, c'est un Bentayga avec une signature lumineuse en 2 lignes. Optique identifiable dans tous leurs modèles. Et en fait, ils reprennent ça, mais du coup, ça s'appelle plus Genesis vu que c'est Toyota. Et là, les optiques à l'avant, moi, effectivement, Thomas, je suis d'accord avec toi, je kiffe quand même, franchement. Je kiffe, je trouve que, globalement, le volume, il est cool. Oui, Genesis, c'est Hyundai, effectivement. Effectivement. Et du coup, voilà ce volume, et ça me fait penser à la Bentley. Le dernier concept. Voilà, le EXP15. Hop. Ça, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai prévu d'en parler dans une vidéo, mais ce sera au mois de janvier. Hein. Ou peut-être après, d'ailleurs. La Bentley EXP15. Alors, dans cette vue-là, c'est pas ce qui est le plus marquant, mais voilà, en vue de profil. Je retrouve l'esprit de la Genesis, finalement. Si, les gars, Genesis, c'est bien Hyundai, hein, excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur, mais c'est effectivement Hyundai. Sans aucun doute. Vous avez tout à fait raison de me reprendre, c'est une rapidité que j'ai fait, une confusion.
Et donc, je vois beaucoup de similitudes de volume, de proportion entre cette espèce de SUV-ish long capot coupé avec ce que Bentley a fait, SUV-ish plus ou moins long capot coupé. Est-ce que vous l'aviez vu, cette Bentley? J'ai un copain, un ami même vraiment, je dirais, avec qui j'ai travaillé chez Renault, qui s'appelle Yasu Sato, qui est le creative director chez Bentley pour les modèles Advance. Et j'aimerais trop qu'ils viennent peut-être en parler dans une vidéo de cette voiture-là, ou en tout cas j'essaie de construire une vidéo où je pourrais le faire intervenir, parce que je sais pas si cette voiture-là a eu le succès d'estime qu'elle mérite. Elle est sortie récemment, on verra comment ça va évoluer. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas eu l'impression de lire que des super belles choses sur Internet. Après, Internet, c'est Internet, hein. Même moi-même, c'est assez facile, hein. On peut tous dire, voilà, j'aime bien, j'aime pas. L'important, c'est essayer d'aller aussi un peu plus loin que ça. Je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants dans la récupération de la culture Bentley, de l'héritage, etc., etc. Mais par contre, ça amène un nouveau visage qui est peut-être pas habituel pour les fans de la marque. Mais en tout cas, voilà. Donc je pense que si j'arrive à faire intervenir Yasu dans une prochaine vidéo, c'est un designer excellent, un mec d'une gentillesse au top, une super bonne culture automobile, bonne culture sartoriale. Le mec, il était fait pour bosser chez Bentley, quoi. Donc, ah bah tu vois, Orion, il nous dit qu'il aime pas ce genre de silhouette. C'est vrai que c'est des silhouettes en plus qu'on voit démocratiser de plus en plus. SUV, coupé, ish. Moi, j'aime bien ce côté coupé. Franchement, long capot et tout. Et je crois même que la Genesis a un capot un peu plus long. En tout cas, sur cette image, on a l'impression. Je suis pas contre, je suis pas fermé. Alors là-dessus, sur cet angle-là, chez la Bentley, ça fait presque un peu pâteau, mais c'est normal. Chez Bentley, l'essentiel est mis sur l'intérieur, l'expérience de vie à bord, finalement. Et donc, ça a un impact sur la silhouette globale. Là, j'ai l'impression que il faut un intérieur quand même cossu, parce que c'est une voiture de luxe, et il faut de l'espace aux jambes. Mais d'ailleurs c'est marrant, il y a vraiment ce côté chauffeur, bagage, séparé par une espèce de paravent visuel. Vous voyez, ça c'est le pur esprit du coup de ce qu'ils veulent faire pour la Century. Et alors a priori, j'ai vu dans le live tout à l'heure, j'ai pas l'info, hein, je checkerai ça. Et je vous dirai dans le prochain live, mais qu'a priori, Century deviendrait la marque de luxe vraiment de Toyota, ou en tout cas existerait en tant que nom fort, propre à ces modèles-là très très haut de gamme. Je vois qu'ils ont un petit logo avec on dirait un griffon ou un phénix. Voilà. Votre verdict, les gars, sur ce modèle-là, c'est vrai que j'ai pas vu votre... Ah, c'est le mix des deux, c'est le mix du long capot et du coupé et du SUV qui te plaît pas, ouais, je comprends, rien. Je comprends, en vrai... Bon, celle-ci, voilà, quand on voit les derniers concepts de Toyota, notamment la FT, la i, le CHR, et qu'on voit la Century, je pense que il y a un côté quand même vachement premium. C'est très bien. Voilà, ils l'ont annoncé, donc ça devient effectivement leur segment ultra haut de gamme. Donc... c'est aussi un des apprentissages. Donc on a vu tout à l'heure avec le triple écran qu'il n'y a plus de limite à la connerie dans les voitures modernes. Mais on peut aussi, en tout cas c'est mon analyse, on renoue avec, comme tu dis Yves, avec l'audace dans le design, mais surtout le fait que les Japonais en fait ils sont en train de marquer le coup. Ils sont en train de montrer leurs pattes. Ils sont en train de reprendre du terrain, affirmer leur identité. Si on regarde cette, du coup, Toyota Century, alors bien vu, Ryan qui nous dit, on dirait une grue du Japon. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, parce que là, j'avoue, j'adore... Ouh, c'est très joli. J'adore vivre en extérieur et découvrir de nouvelles choses, mais je ne connaissais pas cet animal. Voilà, symbole majestueux du Japon. Bah écoute, ça ferait totalement sens que ce soit ça. Je pense qu'effectivement, ce sera que pour le marché asiatique. Déjà, la disposition de l'intérieur me fait penser que c'est marché asiatique. T'as un fauteuil conducteur,
séparé du fauteuil passager. Le passager est un roi, il a la place des jambes, il a de quoi mettre ses affaires à côté de lui, donc c'est vraiment pur marché asiatique, ça, comme layout. Et donc, ce que j'en retiens, c'est que les Japonais, vraiment, ils sont... les Japonais, ils sont en résistance, entre guillemets, ils affirment leur identité. D'un côté, Mitsubishi nous propose un concept, je vous ai montré, c'est peut-être pas l'idée la plus innovante de l'année, avec le Elevance, mais ça a le mérite d'exister. En tout cas, c'est pas du Renault ressucé. De l'autre côté, on a Mazda qui poursuit dans son délire et qui continue à affirmer son identité propre, et ça, je trouve ça génial. On a, en plus de ça, j'essaie de vous le montrer en même temps, on a, en plus de ça, du coup, Lexus. Bon, Lexus, je vous ai dit ce que je vous en pensais. Je suis pas fan de l'arbre de Noël en guise de... Juste vous le remettre pour le plaisir. Le sapin de Noël au plein mois de novembre, je suis pas très fan. Mais pareil, ils affirment en fait finalement leur identité. Et si leur identité c'est de faire un sapin de Noël avec plein de guirlandes, c'est leur problème. Mais au moins, ils essayent de marquer le coup. Même si, pour l'autre concept, ça fait très chinoiserie, ça fait très design intemporel, mais d'un autre côté, quand je dis impersonnel, pardon, quand je dis chinoiserie, en fait, c'est bientôt 40% du marché mondial, ou c'est au moins 30% du marché mondial. Donc, ils sont pas cons, ils vont aussi là où ils vont vendre. La Toyota Century, totalement d'accord, j'adore la stratégie de créer une marque vraiment ultra luxe côté soleil levant. Je pense quand même qu'il y aura du boulot pour faire adopter ça à d'autres clients qu'une clientèle asiatique. Je pense que Toyota au Japon, ils sont super installés, ils sont installés partout dans le monde, mais chez nous, t'as beau dire ce que tu veux, le prestige historique de certaines marques leur donne un coup d'avance sur ces gammes-là, et je pense que ça très dur pour Toyota de lutter. Quelqu'un qui n'est pas un fan de Toyota, ou alors, là où Bentley et Rolls te font une voiture à 300-400 000 euros, eux, ils te font ça à 200 000 euros, ce qui serait déjà énorme pour une Toyota. Mais même, un mec qui achète des voitures à 200 000 euros, en fait, il est prêt à mettre 100 000 de plus pour pas qu'on lui dise qu'il a acheté la voiture de luxe au rabais, quoi. Donc, je suis curieux de voir comment ça va tourner, cette affaire. Je me renseignerai parce que j'imagine bien que, à mon avis, c'est plus targeté Japon, Asie, États-Unis avant d'être Europe. La porte coulissante en avant, un peu bizarre. C'est sur la Century, ça? J'ai peut-être loupé cet élément de design déterminant. Ça, c'est une porte coulissante, tu crois? Peut-être que je suis pas du tout... Peut-être qu'on parle pas de la même caisse, je sais pas. J'ai pas l'impression... me dit que s'ils avaient fait une porte coulissante, ils auraient montré un... Ah, peut-être que tu parles de ça, l'espèce de séparation entre le conducteur et le passager. Ok, c'est une porte coulissante. Bah, je savais pas et... Je me demande même comment c'est... comment c'est possible. Toyota Century Concept. Hop. J'essaie de retrouver une autre image. Hein. Ah, waouh. Ok. Donc il y a bien une porte coulissante. Je vais vous la trouver, voilà. Il y a bien, les gars, une porte coulissante à l'avant. Merci Yves. C'est vrai que moi, je l'avais pas vu. Donc la porte coulisse sur l'avant. Alors pour le coup, ça fait une entrée cinématique, dramatique. On dirait même qu'il y a l'autre moitié de la porte qui s'ouvre parce qu'on voit que là, le passage de roue est coupé en deux. Donc ouais, ça fait une entrée très dramatique. Et alors comment ils l'ont traité? Bonne question, parce que tu vois, finalement, en design, on ne l'imagine même pas, quoi. Mais effectivement, il y a ce truc de porte coulissante. Ça fait une entrée un peu prestige. Ouais, je suis étonné qu'ils aient réussi à faire ça. Ok, faut pas essayer de comprendre comment ça fonctionne. Excusez-moi, c'est une déformation professionnelle. On va juste se dire que c'est stylé et basta. Et limite, j'ai envie de dire qu'avec la porte coulissante comme ça, les proportions aussi sont pas mal si t'enlèves la vitre. Donc, ok, bah merci pour l'info. Là, j'avoue, j'avais pas. C'est peut-être ça de découvrir en direct en même temps que vous. Bien vu d'être bien informé. Donc,
je sais pas si vous êtes OK avec moi, mais je sens vraiment cette résurgence du design japonais qui s'affirme. Peu importe les marques, peu importe la manière de faire, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant parce que dans un monde où tout devient chinoiserie sur chinoiserie, pourquoi pas. Et alors, le petit dernier, là, je serais curieux d'avoir votre avis, parce que sincèrement, moi, je ne comprends pas trop Subaru. J'ai quand même une vidéo en cours d'écriture sur Subaru, mais pareil, ce sera vraiment pour l'année 2026, pardon. Subaru, j'ai l'impression qu'ils font toujours la même caisse, donc je ne comprends pas. Alors, Orion, effectivement, Toyota est arrivé avec plein de concepts. Il y en a un dont je voulais vous parler, que j'ai mon pote Mathieu qui m'en a parlé. Il était impliqué dans la communication de ce concept. Et je voudrais les regarder avec vous. Ah oui, mais attendez, si. Quelle erreur je suis en train de faire de ne pas vous parler du concept de la Corolla. Heureusement, on a encore un peu de temps, mais... Évidemment, elle n'est pas encore sur Netcar Show. C'est aussi ça qui me fait penser que les Japonais sont en train de péter un câble et sont en train de s'énerver. Ils sont en train de montrer que ils ont un style et un design language qui leur est propre. La Toyota Corolla, une des berlines les plus vendues du monde, connue pour être sage et presque fade, j'ai envie de dire, eh ben ça va devenir un truc très énervé. Beaucoup plus anguleux, beaucoup plus agressif. Ouais, Ryan, je vois que t'aimes ce genre de design. Voilà, et on retrouve un peu ce côté de Lexus, un peu l'avant de la Lexus presque. Mais c'est bien une Toyota Corolla, ou en tout cas ça préfigure le futur de la Toyota Corolla. Ça me fait un peu penser à certains designs qu'on voyait chez Honda. Alors évidemment, la version de prod ne ressemblera peut-être pas au concept, en tout cas peut-être pas en tout point, mais ce qui est sûr, c'est que d'avoir utilisé le nom Corolla, c'est pas anodin. Alex, fais comme moi, assieds-toi avant de regarder le live, parce qu'on découvre des trucs. C'est vrai que la Corolla, pareil, s'il y a bien une voiture sur Terre qui nous n'inspire pas les foules, c'est la Corolla. Et là, d'un coup, Toyota dit, bah en fait, ce nom Corolla qu'on a depuis longtemps, qui est réputé, voilà, une Corolla, c'est ça aujourd'hui, hein. Plus plaqué belge, la classe à Dallas. Une Corolla, c'est ça aujourd'hui, donc. Une voiture vraiment sans intérêt profond, on va dire. Et demain, ce sera un truc beaucoup plus costaud. Et en tout cas, beaucoup plus affirmé en termes de design. Donc c'est bien aussi la preuve que les Japonais, dans le design, ils sont en train de montrer leurs différences. Et bien sûr, le petit écran qui ne sert à rien, puisque il te montre juste la température ici. Bon bah ok, je le sais en mettant le nez dehors, quoi. Vous allez pas réussir à... Ceux qui aiment tous ces petits écrans-là, vous allez pas réussir à m'avoir dans votre camp. Voilà, un design quand même futuriste finalement. On le voyait déjà un peu avec la dernière Prius, effectivement, chez Honda, on voit des trucs. Et ce qui est bien, Orion, je suis d'accord avec toi, ce qui est intéressant sur cette caisse-là, c'est que c'est vraiment multi-propulsion. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'électrique, tu peux avoir de l'hybride et tu peux avoir du thermique. Donc, ça, j'imagine que les Japonais étant pragmatiques, ils n'ont pas fait comme nous, les Européens, de dire allez, en 2035 on arrête de vendre des voitures thermiques, on va forcer une technologie qui est une technologie coûteuse. Eux, les Japonais, ils sont pragmatiques, ils ont dit attendez, on sait pas trop où le marché va, on a l'impression d'ailleurs qu'on avait parié beaucoup sur l'électrique, mais le marché il y va pas autant, et donc en fait on va pouvoir proposer à nos clients de choisir eux-mêmes la motorisation qu'ils veulent. Effectivement, ça fait quelque chose de plus compliqué techniquement, mais dans l'idée, une fois qu'une motorisation thermique passe, un électrique passe, il n'y a pas de problème. Donc Toyota, ils ont la bonne approche, je pense, les Japonais sont des gens pragmatiques, ils disent on va laisser le marché décider ce qu'ils veulent. Ouais, ça choque au début et après quelques secondes, on s'y fait. Après voilà, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas forcément, mais
ce que je lis en tout cas dans ce design, au-delà du j'aime pas, ce que je lis et ce que je comprends, c'est qu'ils se sont vraiment dit, on va s'acheter une paire et on va la poser sur la table pour montrer qu'on peut faire des voitures émotionnellement impliquantes. En tout cas, celle-là, elle est là pour refléter du dynamisme, refléter la technologie. Il y a de plus en plus cette ligne verticale derrière la roue avant, que ce soit sur le F80 ou sur la Corolla, ou encore à travers les rectangles noirs qu'on voit sur les Range ou sur le van Lexus de tout à l'heure. Est-ce que je sais de où ça vient? Effectivement, c'est un gimmick qu'on voit de plus en plus. Un gimmick qu'on voit de plus en plus. Et en fait, ça ajoute un truc graphique. Parfois, il n'y a même pas, d'intérêt à le faire, réel. L'intérêt suprême côté design, c'est que ça te permet de vraiment reculer la perception de ton pilier A. Quand tu as un pilier A qui arrive très en avant, qui arrive comme ici, tu vois. Le pilier A, il arrive quasiment au-dessus de la roue, mais juste avec cette petite barre noire. Alors là, j'imagine à tous les coups qu'il y aura un espèce de truc, on voit des LED dedans, donc ça va te dire la charge ou un truc comme ça. Et bah chez Lynk & Co, j'en ai parlé dans ma vidéo, effectivement, ça te permet de reculer le pilier A et donc d'allonger visuellement le capot. Et ça, quand même, ça change tout sur le design des caisses. Là, c'est dommage que j'ai pas ma palette, mais si on regarde, si on regarde ensemble cette voiture-là, dans l'angle qu'on a juste ici, vous voyez le pare-brise, le pilier A, il s'arrête au-dessus de la roue. Donc, en fait, théoriquement, tu as un volume presque monovolume. Et c'est pas du tout valorisant. On voit bien que les voitures monovolume, la première Prius, c'est un pur monovolume, ça marche pas du tout. Les Mercedes EQS, EQE, EQ machin truc, c'est toutes des gouttes d'eau, toutes des monovolumes. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas le prestige. Et donc, l'enjeu pour les constructeurs, c'est toujours d'essayer de rajouter du capot autant que possible. Et là, la ligne de l'aile avant, donc, qui part du phare et qui remonte jusqu'au pilier A, elle se poursuit un peu plus loin grâce au fait qu'on a cette découpe avec cette barre verticale. Donc ça, c'est un code super utilisé parce que... Enfin, ça va l'être de plus en plus, d'ailleurs. On va voir beaucoup de voitures en prod arriver avec ça parce que ça permet en fait de visuellement allonger la voiture. Et sur la vidéo que j'avais fait de Lynk & Co, je sais pas si vous l'avez tous vu, mais c'était super intéressant. Moi, j'ai fait cette vidéo-là, pas pour la marque ou pour le modèle en particulier, mais parce que sur ce SUV standard qu'on pourrait croiser dans la rue sans lire et se dire, bon, bah c'est un SUV électrique de surcroît de plus. Mais honnêtement, j'avais passé un bon moment à l'essayer. Enfin, c'était cool tout l'événement, et j'avais rencontré des gens sympas et tout, et surtout des designers, l'équipe de design très intéressante. Quand tu prends le temps de regarder, même une voiture, un SUV comme ça, tu peux te dire, ouais, bon, ça va pas me plaire, c'est pas une supercar, c'est pas une F40, c'est pas une McLaren P1, mais en vrai, en nombre d'astuces de design et de codes et de trucs, c'est une des voitures que j'ai le plus aimé découvrir en faisant le tour petit à petit et en me rendant compte de plein de trucs, c'était super intéressant. Ouais, et le décroché de la vitre avant aide aussi ça. Ouais, effectivement, alors moi je dirais pas que j'ai jamais vu, mais c'est parce que ayant été dans cette industrie, bah tu baignes dans des concepts tout le temps, et dans des sketchs tout le temps. Je l'ai vu il y a pas longtemps, mais j'arrive pas à retrouver sur quelle caisse. Bon, je bloque, je me connais. Quand je bloque, je bloque. Mais effectivement, le décroché de vitre avant donne quand même vachement de dynamisme. Et toi, Nico, tu trouves que le design de cette voiture est trop haut, mais c'est tout l'enjeu. Vu qu'en plus, là, il faut faire passer toutes les motorisations. Donc la motorisation électrique, on le sait, ça fait des hauteurs de caisse de zinzin. Et c'est pour ça aussi que dans les images qu'ils décident de communiquer, regardez, là, ils sont posés au sol quand ils font cette image-là. Parce que sinon, l'angle serait trop... Il nous montrerait trop de cabine. Et la voiture, elle serait disproportionnée. Enfin, on verrait qu'elle est trop haute. Ouais, ça, c'est l'ancienne Corolla, donc ça n'a pas de sens de le montrer. C'est vrai qu'elle fait un peu haute quand même. Mais c'est vraiment minimisé par cette... La ligne de caisse est haute. Hein. La ligne de caisse est haute et je pense que c'est nécessaire de baisser avec ce petit artifice là, ce petit angle. Nécessaire de la baisser pour pouvoir caler le rétro, pour pouvoir voir un peu derrière. Pareil, ça mériterait une étude approfondie parce que, pareil, il y a un peu de complexité quand même dans les lignes, avec du coup cette ligne de quart qui part du décroché de la vitre, l'épaule à l'arrière. C'est assez dense.
quoi qu'il en soit, c'est encore une fois la preuve que les Japonais sont en train de faire rébellion. Ils sont en train de montrer de quel bois ils se chauffent. Et du coup, Subaru l'a fait aussi avec un nouveau concept. Mais j'ai du mal à me projeter, pour être tout à fait honnête. Déjà, je trouve ça un peu caricatural. J'ai l'impression que Subaru font toujours la même caisse. Celle-là, à part la couleur bleue et le logo STI, qu'est-ce qui fait Subaru? Alors si, faut être honnête. Alors déjà, je trouve que le volume de la portière arrière et de l'aile, ouais, c'est un peu abusé. Moi, en tout cas, je comprends que ça puisse plaire, mais moi, c'est pas ma cam. Salut la Manco, à la prochaine. Ouais, c'est trop tuning pour moi. C'est vraiment trop tuning, ça manque de finesse, c'est pas des choses qui me plaisent. Et j'imagine que ça fait un peu... J'ai pas envie de dire des choses méchantes, mais ça fait un peu Kekos, quoi. J'ai l'impression de voir un peu les Cupra, où plus t'en mets, plus t'as l'impression que t'as un truc de ouf, et en fait, c'est Jackie, quoi. Tu vois, Gartold, qui nous écrit pour la première fois dans le chat pour dire Jackie Tuning, je suis totalement d'accord avec toi. C'était un super beau premier message à mettre dans le chat. Salut Alex, on se voit la semaine prochaine. Ouais, ils font des caisses de WRC parce qu'ils ont l'image. Pareil, quand j'étais petit, je jouais à un jeu avec mon grand frère, c'était Colin McRae. Colin McRae, c'était Subaru, quoi. Mais c'était il y a longtemps, hein. Maintenant, c'est pas du tout... c'est plus du tout dans leur image. Donc ouais, ridicule. 100% ridicule. Ouais, Amar, en noir, c'est la Batmobile, ouais, mais... Il en faut plus que ça pour m'impressionner. La Subaru Impreza, c'était quelque chose à l'époque. Mais là, sincèrement, voilà. Honnêtement, j'ai du mal à être transporté. Je trouve que les jantes comme ça, c'est too much. Je trouve que le thème, il est trop brutal. Ça me parle pas. Un truc que je peux trouver intéressant, c'est le volume de l'arrière. Mais en fait, waouh. J'ai l'impression de... C'est tellement violent. Ça arrache tellement que j'ai l'impression de voir un Peugeot 4008, là. Un French Urus. Bah là, c'est un Japanese Urus, mais Mansouri. Ça a parlé de Mansouri, d'ailleurs. Ouais, voilà, on dirait du Mansouri. On dirait du Mansouri, mais en prod, quoi. Et ouais, la ligne lumineuse rouge à l'arrière, c'est devenu un standard. J'en ai parlé en début d'année. Je vous avais dit, hein, toutes les marques vont y aller, ça va encore continuer. Hein. On dirait qu'elle a la conjonctivite. Ouais, on dirait qu'elle a beaucoup de choses. On dirait qu'elle a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Franchement, too much pour moi. Subaru n'a pas réussi à me rattraper avec ce design, en tout cas. C'est... Ouais. En tout cas, c'est pas ce que j'aime. J'ai pas une bonne... Et encore, c'est pas le pire, parce que sinon, ils nous ont sorti quand même celle-là. Alors, s'il y a des fins connaisseurs de Subaru, qu'est-ce que cette caisse a de différent avec la Subaru que je vois dans la rue depuis 2015? Je ne sais pas. Alors peut-être un aileron tapeur. Vraiment, un aileron... Moi, j'aime bien mettre des chemises. On a toujours besoin d'une belle table à repasser. Ben là, je pense qu'on a ce qu'il faut. C'est... Pour moi... C'est pour moi... Encore too much. Et c'est des phares de Corolla. Ah. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Subaru. Je pense que 2025, c'était pas une belle année pour Subaru. Ça fait beaucoup de haine contre eux, ouais, je sais, mais en même temps, quand je vois ça, regardons l'aile. Pourquoi tant de carénage? Pourquoi tant de détails? Pourquoi tant de trucs? Voilà. Désolé. Beaucoup de haine peut-être sur Subaru, mais en même temps c'est normal. Putain, je suis en train de lire vos messages là. C'est les voitures dans Cars qui réveillent Mac sur l'autoroute. Ouais. Exactement, l'aileron là, l'aileron de zinzin, l'aileron de salopard. Regardez-moi ça. Ça, c'est même plus de l'appui aérodynamique, là. Ça va décoller, le truc. Mais même les images, elles sont pas belles, en fait. Il y a trop de reflets. Il y a trop de points lumineux. On n'arrive pas bien à tout lire.
diffuseur arrière hyper torturé, deux sorties. C'est l'ADN de Subaru, ouais, mais là c'est trop. L'ADN de Subaru, à la limite, que ce soit... Tiens, allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait de beau chez Subaru ces dernières années. Voilà, je n'avais pas prévu d'aller aussi loin sur Subaru, mais je vois que... on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est ok, hein. Mais... ouais, Subaru, c'est... Attendez, je vais le remettre en mode liste pour qu'on les ait d'année par année. Je sais pas qui m'a dit c'est l'ADN de Subaru. Mais l'ADN de Subaru, c'est peut-être aussi un truc comme ça. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Sur ce fameux Forester. Ouais. Cette voiture est en trouble émotionnel et c'est ok. Ouais, je pense que... en tout cas, le designer était dans une tempête d'émotions. Ou l'équipe était dans une tempête d'émotions quand ils se sont dit « Attendez, on va prendre la caisse qu'on vend depuis 2015. » Et là, vu qu'on n'était pas assez connu comme étant une marque de gros tuning, on va kiffer là. On envoie tout ce qu'on a et on fait du maxi tuning, quoi. Donc effectivement, quand je vois l'arrière, je vois qu'elle est dans une tempête d'émotions, alors que l'avant, à la limite, c'est relativement calme. Il n'y a pas plus kéké que de faire une entrée d'air comme ça, en noir mat, un truc que je verrais très bien sur une Mopar. Bon. Ça fait un peu mal au cœur, hein, quand même. Et puis même, le pot d'échappement, c'est rikiki, ça. C'est pareil, proportionnellement parlant, c'est bizarre. Hein. Et oui, sinon, les autres Subaru, bah en fait, c'est ça mon point. C'est que j'ai du mal à identifier vraiment un ADN Subaru. Ce qui était beau, c'était ça. Voilà. La Subaru BRZ, mais ça reste aussi une Toyota si je dis pas de conneries. Bon, c'est une marque qui est à mon avis un petit peu en... ouais, Subaru est identifié depuis des années comme des voitures de rallye. Je suis d'accord. Mais c'est aussi pour moi... donc, il y a une partie de Subaru qui est identifiée comme des voitures de rallye et il y a une autre partie de Subaru qui est identifiée comme des voitures de kéké quand même. Parce que tu peux pas... En fait, tu peux... Ils sont où les résultats en rallye? Alors je dis bien, on va me dire, ouais, mais Ferrari, ils disent que c'est des voitures de sport et ils gagneraient en Formule 1 cette année. Ok, mais il y a quand même un track record. Subaru, je pense qu'ils ont une grande époque de rallye et qui continuent à capitaliser là-dessus, mais que ça parle plus aux gens, en fait. J'ai l'impression, hein. Vraiment, je le dis comme je le pense. Après, c'est pas une voiture moche, mais avec ce tour de... enfin, c'est pas une voiture moche. Ça n'a pas d'intérêt. Avec ce tour de roue en plastique, là, on dirait presque les voitures des pays émergents. Quand je travaillais chez Renault au Brésil, c'est ce qu'on faisait. On mettait des tours de roue en plastique comme ça, costauds, pour dire, regardez, il y a de la valeur ajoutée, il y a de la robustesse. Voilà, je suis un petit peu perplexe. Je trouve que ça fait longtemps que cette marque ne nous a pas sorti un produit qui soit vraiment, à part la BRZ évidemment, mais bon. Voilà, pour moi, Subaru, c'est ça. Voilà, c'est la Baja Turbo. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire dans les sentiers. Non, je déconne. Je la découvre en même temps que vous. Bon, pour moi, en tout cas, il y a quand même cet ADN un peu de off-road, de baroudeur, de mec qui sort des sentiers battus, poussé par le rallye, chez Subaru. Ça, c'est clair et net. Mais bon, maintenant, vous savez ce que je pense. Et d'ailleurs, en fait, là-dessus, je vois bien une voiture de rallye, potentiellement, mais je vois pas une voiture qui sortirait des sentiers battus. Je vois une voiture... J'avais un copain au Brésil, dans sa famille, quelqu'un avait acheté une Mercedes SLS. Et en fait, une Mercedes SLS au Brésil, avec l'état des routes, dès que tu sors, tu pètes une lame avant, ça te coûte le prix d'une Fiat 500. Concrètement, c'est ça l'idée. Et ben c'est exactement ce à quoi me fait penser cette caisse. Si Subaru, c'est une voiture qui peut faire du off-road, qui peut faire du rallye, comme on a toujours connu Subaru, en tout cas l'image qu'ils ont cultivée pendant longtemps, bah cette voiture-là, elle me dit rien, quoi. Elle me dit pas ça, elle me dit tu vas sortir, tu vas péter ta lame avant, ça va te coûter 10 000. Voilà.
Ah, il y a des tifosi dans le chat. On est ensemble, les gars. Bon courage. Force. Lâchez rien. Je pourrais un de ces quatre sur... Oui, et Subaru avait effectivement construit son marketing sur la communauté lesbienne. Vous connaissez mon amour des titres provocateurs sur YouTube. Vous connaissez mon amour des sujets tranchants. C'est exactement par cet angle-là que je me suis dit, ah, faut faire absolument une vidéo sur Subaru, la marque des lesbiennes. Donc, attendez-vous à la voir arriver, puisque c'est un des éléments vraiment déterminants dans la construction de leur identité de marque pendant des années. Nous, on a peut-être moins connu ça ici en Europe, mais aux États-Unis en particulier, Subaru est une marque de lesbiennes revendiquée. Voilà, pendant longtemps, c'était ça le truc, quoi. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous raconterai toute cette histoire qui est fascinante. Voilà les gars, on a fait un peu le tour des nouveautés du salon. Donc ce qu'on retient, c'est préparez-vous surtout au triple écran. Parce qu'ils vont réussir à nous le mettre, ils vont nous le vendre. Les Japonais nous montrent les crocs, et je trouve ça stylé. Mazda prépare aussi des super belles choses, parce que ça va être des voitures en prod, c'est sûr. Donc je suis plutôt content. Ouais, Jules, dans quel monde ça fait de la pub pour vendre des voitures les lesbiennes? Je vois pas le rapport. Bah en fait, c'est toute une logique de segmentation de marché. J'en parlerai vraiment en détail dans ma vidéo. C'est pas forcément le moment ici. Mais il y avait une logique derrière. Ils avaient un plan bien monté, en place, tout ça. Voilà l'idée. Bon, pour les tifosi dans le chat, pas de panique, les gars. De toute façon, cette année est foutue. On est dans la boucle éternelle de Ferrari. On va tout déchirer. On a une chance, on n'a plus de chance, on est foutu. Et ça recommence à chaque fois. On va passer sur la partie live only, les gars. Donc, je vais couper l'enregistrement pour... comme ça, on reste entre nous. Et on dit bye bye à tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Et on va poursuivre entre nous. Si vous avez des questions...